Et on est live. Et au moment où on est live, c'est bon, on voit Declan, on ne te voyait plus pendant quelques instants. On te revoit plus, Declan. Ça bug. Voilà. Il joue à jour, nuit. Mais bah, c'est pas vrai, c'est cool. Je bug un peu. Ah, c'est toi qui bug, d'accord, ok. Non, c'est toi, hein. C'est moi? Ah, ok, non, pas, hein. super. Hop, c'est bon. Donc du coup, salut tout le monde, on est jeudi soir, c'est Sako Sketch avec Nat et Declan. J'espère que vous allez bien. Et toi, comment ça va, Declan? Et cette présentation était claquée au sol. Sauf que je suis un petit peu fatigué. Je me suis couché à 5h du matin et j'étais réveillé à 9h30, 10h. Donc la journée est un peu... J'ai une solution magique. Je veux bien. J'ai une solution magique pour dormir, ça s'appelle les médicaments. Non, mais j'ai surtout une solution magique, arrêter de jouer MMO jusqu'à 5h du matin. Oui, ça peut... Ça peut aider aussi. Ça peut aider. Après, je vanne, mais moi, si j'avais pas justement... je suis sous traitement depuis littéralement 6 ans, donc si j'avais pas ce traitement, je ne dormirais pas du tout. Du coup, soyons joyeux, soyons gays, soyons positifs. Quel est le programme du soir ? Le programme aujourd'hui, c'est une dizaine de news WWE. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup de news WWE cette semaine. On a 2 petites infos un peu indépendantes, entre guillemets. Un petit programme un peu d'Impact Wrestling, un peu de AEW, et on terminera avec un dossier sur CM Punk. Ça a pas mal parlé de CM Punk cette semaine. J'ai hâte qu'on attaque la AEW. J'ai une punchline depuis ce matin que j'attends de pouvoir placer dans l'émission. Donc, voilà. Je grille mes... Du titre TNT, par hasard. Totalement. J'en étais sûr. Totalement. J'en étais sûr. Je la ferai tout à l'heure. J'en suis très fier. Je l'ai déjà faite sur TV Time. Donc, attention, ce soir, c'est la punchline de Nat. Soyez prêts. J'en étais sûr. En vrai, WWE, il n'y a pas eu beaucoup d'infos, mais il y a quand même des trucs intéressants à en sortir. Et du coup, on peut attaquer de suite. Avec première info, le King of the Ring qui devient la Night of Champions. Donc a priori, le tournoi King of the Ring totalement annulé. En tout cas pour l'instant. Ça devient WWE Night of Champions qui aura bien sûr toujours lieu le 27 mai en Arabie Saoudite. A priori, le changement aurait été fait pour faire une célébration de règne de Roman Reigns lors du show. Roman Reigns d'ailleurs qui devrait passer normalement les 1000 jours en tant que champion avant ce show-là. Et du coup, ça aurait une célébration... en cet honneur. Pourquoi ils ont décidé d'annuler King of the Ring, j'en ai absolument aucune idée. Bah après, c'est vrai que malgré le fait que, comme je le dis depuis des mois, pour moi, Reigns aurait dû perdre le titre plus tôt, c'est vrai qu'effectivement, s'il dépasse les 1000 jours, c'est pour le coup, on peut le célébrer. Hein. Bah d'ailleurs, je dis qu'il aurait dû finir il y a des mois, mais foncièrement et concrètement, j'ai rien contre le bonhomme. Hein. C'est pas du tout. Disons que c'est moins, comment dire. Je suis moins énervé, parce qu'en même temps j'ai plus de maturité probablement, mais je suis moins énervé par le règne de Reigns actuellement que à l'époque j'étais vraiment gonflé quand il y avait eu Triple H qui se remettait champion tous les 2 mois, ou genre le règne aussi de Triple H qui avait fait genre 500 jours, un truc comme ça. Ah, je sais plus. Non, parce qu'en fait c'était genre... Une année, enfin, il avait fait pas mal de temps quand même. Bah non, en fait le truc, si je dis pas de conneries, c'était au début de... Enfin quand il était champion avec l'Evolution, en fait il avait un règne assez long mais qui avait été entrecoupé à chaque fois. Genre, t'avais Shawn Michaels qui l'avait battu une fois, t'avais eu Goldberg qui l'avait battu, et en gros, ça avait été à chaque fois... J'avais souvenir d'un règne assez long, mais en vrai, je dois... Bah, c'est pas impossible, parce qu'on... 210 jours, il y avait eu. 280 aussi. Ah, c'est quand même long, déjà, 280. Il a fait deux fois des très longs règnes, quoi. Comme dit, en fait, ouais, c'était à chaque fois, c'était coupé, même pas... genre, Goldberg, il a dû rester champion un mois, ou un truc comme ça, quoi. 280 jours entre décembre 2002 et septembre 2003. Et après, il avait fait 210 jours en 2008. Quasiment toute l'année 2008, presque. Ah, autant pour moi. Pour moi, c'était plus proche. 2008, c'était quelle période, ça? Mais c'est vrai que 2003, il perd le titre en septembre, il regagne en décembre pour un règne de 91 jours. Ouais, voilà, ouais. Non, mais je suis en train de penser, 2008, c'était quoi? C'était la période quand t'avais eu... Je veux dire. 2008, c'était Cena. Il gagne le titre lors de Backlash, lors d'un Elimination. C'est avec la rivalité d'Orton. Après, il y a Cena, Night of Champions, Edge, Great Khali. T'as le Scramble Match, le fameux Scramble Match là, avec la règle où il fallait être le dernier à faire le tomber avant les 20 minutes. Où techniquement, Brian Kendrick a été champion WWE quand même.
Après, ouais, il y a eu une petite rivalité avec Jeff Hardy à cette époque-là. Et puis après, ça termine avec le triple threat match avec Edge et Koslov, avec Edge qui gagne le titre. Ok. C'est Ok. surtout à l'époque de la rivalité Orton, un peu, avec le Last Man Standing à Extreme Rules. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la période justement où il y a le fameux segment où où il s'introduit dans la maison d'Orton pour le démolir et tout ça. Ça doit être cette rivalité-là. Ouais, c'était pas celui-là où ils avaient eu un match à Mania qui était un peu pété, où genre il commençait, il s'était déjà envoyé genre un pedigree, un RKO dans les premières minutes. Ouais, c'est possible, ça doit être ce truc-là. Ouais. Mais ouais, du coup, en fait, j'étais moins instruit, ou à l'époque, ce qui m'avait vraiment fait hurler, parce que je trouvais que c'était nimp, c'était quand il y avait eu le gros règne de CM Punk, justement, et qu'il avait tourné heel face à The Rock et Cena. Ouais. En fait, ça m'avait gonflé que ce soit pas Cena qui tourne heel, en fait, mais bon. Après, avec le recul, voilà, j'ai plus forcément la même opinion que j'avais à l'époque, mais ouais. En plus, le truc, c'est que même s'il est pas souvent présent, enfin moins présent que s'il était vraiment à plein temps, ça fait pas bizarre, parce que du coup, comme il a des sbires qui combattent pour lui, du coup, ça occupe un peu le programme. Oui, et puis quand tu regardes, il a beau... il est vachement moins... Enfin, je me dis peut-être une connerie, il me semble qu'il est vachement moins déconnecté de tout que comme t'avais eu Lesnar qui était champion, oui, voilà, c'est ça. qui était là une fois tous les 3 mois, quoi. Puis il a des sbires qui combattent pour lui, quoi. Alors que Lesnar, il y avait personne, en fait. Ouais, il a ça... Tandis que quand même, t'as Sikoa, t'as les Usos qui combattent en son nom, quoi, en gros. Oui. Coup, non, moins d'absence, enfin l'absence c'est moins remarqué, quoi. Le truc est vachement mieux géré. Maintenant, après, je suis curieux parce que là, du coup, rien nous dit que ce sera Cody finalement qui va le détrôner, quoi. Moi, je le vois bien aller chercher le titre à SummerSlam quand même, hein, toujours. Mais, Bah oui, mais en fait, le truc, c'est que ça me rappelle, il y avait eu le Mania il y a quelques années avec Lesnar et Reigns, où tout le monde avait prédit. Alors, je sais plus si c'était genre Lesnar qui était champion et Reigns qui était challenger. Tout le monde avait prédit la victoire de Reigns parce que du coup, il était vraiment sur la période du booking en mode Superman et tout. Et finalement, c'était Lesnar, quoi. Donc là, pour l'instant, j'aimerais bien que ce soit Cody parce que c'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes niveau storyline et tout, il y a de quoi faire. Mais effectivement, dans l'absolu, maintenant. En fait, j'arrive pas à voir qui d'autre pourrait aller chercher le titre actuellement, quoi. En fait. Bah, soit ce sera Cody et machin normal, soit ce sera un truc en mode un peu comme la défaite du Taker à WrestleMania, en fait. Dans l'absolu, ça se trouve, ça. Je pense pas que ce soit Lesnar, bien évidemment, mais ça peut potentiellement être n'importe qui. Hein. On sait pas. On sait pas. Disons que maintenant qu'on est un peu sorti du booking, maintenant qu'on est sorti du truc super prévisible du Rumble et de Cody, c'est vrai que, là potentiellement ça peut être n'importe qui. C'est vrai qu'il peut perdre le match sur un one-time match, quoi. Un match qui est même pas une rivalité, enfin une rivalité de 3 semaines, un mois, en fait. Ouais, bah oui. Tu lui dis, on te met tel adversaire parce que on est. Tu fais une storyline par exemple de Triple H. Il dit bon, t'es champion depuis un petit moment, il te faut un adversaire à ta taille, on te propose tel adversaire, paf, tu affrontes tel gars. Et la rivalité, il y a presque pas de rivalité, c'est juste l'affiche en fait qui fait vendre le truc. Ouais. C'est vrai que oui, c'est possible, quoi. Après, bon, je pense quand même que ça sera Cody, vu comment que c'est tourné, parce que ce serait pas logique qu'il soit éloigné du titre, alors que niveau storyline, pour l'instant, c'est le seul qui a vraiment une raison de. Là, il éloigne pas vraiment. Enfin, je veux dire, ils lui mettent Brock Lesnar dans les pattes, c'est un peu pour occuper en attendant. Oui, bah oui. Ça reste quand même une grosse affiche. Ça risque d'être le main event même du show, quoi. Enfin, peut-être pas parce que il y aura peut-être un titre qui sera défendu en main event, genre peut-être le titre féminin ou un truc comme ça, mais ça sera une des grosses affiches du prochain pay-per-view, quoi. Ouais. Non, mais après, faut voir. Là, on est, disons qu'on est passé de pré-mania où entre guillemets c'était genre sûr à 90%, on va dire que Cody était destiné à être champion. Ah, là, on est peut-être sur du 70%, quoi. À voir. Après, maintenant, ça se trouve, Cody peut se blesser, Reigns peut se blesser. Enfin, ce serait vraiment très con de finir sur un comme ça. Reigns peut très bien perdre le titre en Arabie Saoudite, et puis voilà. Enfin, oui, voilà, ouais, on sait pas. Anything can happen. Sachant qu'ils font une célébration du titre, pareil, ils célèbrent le titre et t'as un mec qui vient le challenger pendant la célébration et puis il le bat juste après. Tant que c'est pas Mansour. Tant que c'est pas Mansour. Je veux dire, tout est possible, hein, clairement. Ça peut être Akira Tozawa qui finit champion, hein, je sais pas, on est plus à ça près, hein, vraiment. Ouais. Moi, plus rien m'étonnerait presque, hein, je veux dire. Disons qu'on a, on a quelques possibilités sans que ce soit sûr, mais c'est vrai qu'effectivement là on est un peu sorti de la période très prévisible qu'on a eu version Amania, quoi. Enfin très prévisible, mais au final Cody n'a pas gagné, donc. Donc voilà. Honnêtement, je le vois déjà pas perdre le titre en Arabie Saoudite, c'est sûr. S'il garde le titre en Arabie Saoudite, ce sera pas avant SummerSlam. À voir. Tout va dépendre de l'histoire qu'ils vont nous raconter, en fait. Si c'est une histoire de 4 mois, pourquoi pas. Si c'est un truc... Enfin, là, c'est vraiment, entre guillemets,
Je pense que si Reigns est destiné à perdre son titre bientôt, là, ça va vraiment être le endgame, quoi, la fin de l'histoire. Il va vraiment falloir comment ils vont nous raconter ça, quoi. Après, j'ai vu qu'ils sont en train de crédibiliser un peu Riddle. Riddle, challenger de Reigns aussi, ça serait pas forcément déconnant, quoi. Même si c'est peut-être pas lui qui ira lui chercher le titre, mais. Il a plus le droit de niveau storyline, il a plus le droit de combattre pour le titre. Il avait perdu un match en stipulation, s'il perd, il a plus. Ok. Il a plus le droit. J'avais pas le rec, mais. Ok. À voir du coup. En tout cas, ils sont quand même en train de le crédibiliser un peu. Oui, il sort un peu de son rôle comique, c'est vrai. Donc, on enchaîne avec la WWE qui envisage d'avoir une 3e heure de Raw un peu plus adulte. Bon, faut pas s'attendre à. Voilà. Mais en tout cas, un petit peu plus violent. On pourrait passer genre sur du interdit moins de 14, comme à l'époque de l'Attitude Era. Le sang et la violence pourraient être un peu plus présentes durant la 3e heure si ce changement est validé. L'info vient de Nick Khan en personne qui a donné une interview. Qui en a parlé globalement, qui a dit que c'est pas forcément quelque chose qu'ils écartent et que ça sera envisageable et qu'ils aimeraient bien le faire en tout cas. Après, faut voir avec les contrats pubs qu'ils ont avec les compagnies de jouets, tout ça, le grand public. Mais bon, AEW y arrive très bien à avoir des partenariats avec des marques assez grand public, tout en proposant du contenu un peu plus violent. Est-ce que c'est nécessaire? Enfin, je veux dire, la AEW, c'est peut-être un peu too much même des fois. Mais concrètement, je pense pas que ce soit nécessaire. Hein. Non, mais avoir une 3e heure peut-être un peu plus libre d'Euro, où ils peuvent peut-être mettre un petit peu plus d'intensité dans la réalité avec quelques insultes qu'ils mettraient pas en temps normal. Et peut-être des stipulations un petit peu plus violentes ou quelque chose comme ça. Moi, je pense que ça serait pas déconnant, honnêtement. Mais moi, perso, je suis pas contre, mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Après, oui, si c'est saigner pour saigner, ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est pour mettre de l'intensité, un peu plus d'intensité sur certains points, peut-être. Avoir la liberté de le faire, pas forcément le faire à chaque fois, mais avoir la liberté de le faire. Oui, mais faut que c'est de l'impact, tu vois. Si maintenant, dans toutes les rivalités, t'as des grosses insultes et des, tu vois, c'est pas. Non, mais je veux dire juste déjà avoir le feu vert pour le faire. C'est pas parce que t'as le feu vert pour le faire que tu le fais forcément. Oui, bien sûr. Mais avoir le feu vert pour le faire, ça serait pas déconnant. Par exemple, un Brock Lesnar qui vient, qui démolit Cody Rhodes et qui le fout en sang. Tu termines le show comme ça a un impact, quoi. Et direct, ça te vend quand même le match pour le pay-per-view. C'est un exemple, hein, mais tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Moi, le seul truc, en fait, c'est une question d'utilisation, quoi. T'as pas, comme dit, là, on avait eu il y a quelques temps, ça fait quelques mois maintenant, mais quand il y avait la rivalité Rollins et Riddle, genre l'échange de promos était un peu plus violent mais censuré, et là, ça avait de l'impact. Mais si tu fais ça tout le temps, non, je suis pas. Faut que ce soit justifié, entre guillemets, quoi. Voilà, ouais. Mais déjà, si t'as le feu vert de le faire, moi je trouve ça intéressant, quoi. Ouais. C'est une affaire à suivre, on aura probablement l'info qui sortira. De toute façon, la PG era, elle est terminée depuis des années. Hein. Ouais, ça. La PG era, elle s'est quasiment terminée avec le Summer of Punk, donc c'est dire que ça remonte. Hein. Ouais, puis Daniel Bryan et tout ça, déjà, on a commencé à entrer dans une. Comment ils avaient dit à l'époque, reality era un peu plus. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Dans le réel, en fait, même en gros, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment eu d'identité propre depuis. Mais moi, je trouve quand même un peu, parce que je trouve que les stories font un peu plus réelles. Ils utilisent un peu plus les passes en dehors du catch. Ouais, je sais pas. Là, par contre, on est. Du coup, c'est par la force des choses, on est dans une triple H era un peu, donc tant mieux. Mais honnêtement, une période vraiment reconnaissable. Ça fait des années que j'en ai pas vraiment. Que personnellement, hein, je sais que d'autres auront peut-être pas la même vie, mais j'ai pas vraiment reconnu de trucs spécifiques depuis quelques années, quoi. À la rigueur, il y a peut-être eu un peu de changement avec une ouverture plus sur l'extérieur quand on a commencé à voir Edgy Styles, qu'on avait NXT qui a été blindé de Star Indie et tout. Mais à part ça, ouais. c'est pas rien d'aussi marquant que l'Attitude Era, quoi. Mm-hmm. Après, c'est pas forcément mauvais, hein, c'est juste que. De toute façon, l'Attitude Era, ce serait une très mauvaise chose. Enfin, c'est vraiment pas. Ça reste un point de repère pour beaucoup de gens, mais c'est pas la meilleure période, l'Attitude Era. Hein. Moi, je clairement. Je préférais la Ruthless Aggression Era, perso.
qui arrivait. L'Attitude Era, c'était blindé de trucs. L'attitude Era, c'était faire du violent pour faire du violent, ouais, c'est ça. vulgaire pour faire du vulgaire, quoi. Ça avait pas de sens, en fait. T'as Michinoku qui se faisait Rakiri, Meiung qui couchait avec Marc-Henri, qui a couché d'une main. Enfin, c'était vraiment. C'était vraiment pour faire des trucs choquants pour qu'on parle d'eux, quoi. Enfin, limite, quoi. Ça, c'est. Bon, il y a eu Stone Cold. Oui, il y a eu Stone Cold qui était, mais bon. Je trouve que la Ruthless Aggression Era est beaucoup plus intéressante, ne serait-ce que même sur la construction des stars et sur l'impact des rivalités, quoi. Parce que toute l'époque évolution, tout ça, enfin, c'est au moment de la Ruthless Aggression Era, quoi. Cena et Lesnar sont arrivés à cette époque-là, enfin. Je trouve que ça a plus d'impact historiquement, en tout cas. Oui. Au moins pour le catch. Après, pour le tout public, enfin pour le grand public, peut-être que la Attitude Era a un plus gros impact. Mais pour le catch, la Ruthless Aggression Era a un plus gros impact. Oui, mais après l'Attitude Era, c'est un peu le bon vieux temps qu'on fantasme. Hein. Ça marcherait plus maintenant, de toute façon, parce qu'il y aurait des scandales tous les jours. Sur les réseaux sociaux, le moindre truc qui déborde un peu, ça fait direct un scandale. Donc, l'Attitude Era, les 3/4 des trucs, c'est plus possible en fait. Ça passerait pas. Ouais, bah oui. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois, parce que je sais très bien que c'est du second degré et tout ça. Enfin, mais des trucs, ça passerait pas en fait. Ouais, mais bon, au bout d'un moment. Tous les jours. Au bout d'un moment, faut pas non plus utiliser le second degré à chaque fois comme bouclier magique. Hein. C'est pas. Ils auraient un procès sur le dos à chaque show, la WWE, s'ils faisaient Attitude Era maintenant, quoi, en fait. Du coup, voilà. Puis même, on en a pas besoin. Maintenant, on a des mecs qui sont tellement bons sur le ring parce qu'il faut pas oublier que l'attitude. Parce que l'attitude Era niveau in-ring, c'est dégueulasse. Hein. C'est une catastrophe. Hein. On avait les grosses stars, mais t'avais pas de. Faut quand même se le dire. Hein. Bah à la rigueur. Quelques talents, ouais, mais. T'avais peut-être Kurt Angle à la rigueur. Kurt Angle, Benoît, les restes de l'équipe là. Kurt Angle, c'est quand même fin Attitude Era déjà. Hein. Ouais. Non, effectivement, t'avais pas de. Attitude Era, ça débute avec, en gros, le Screwjob. Michael's Art avec le Screwjob. Screwjob. Ouais, ça démarre juste après là, quoi, en gros. Ouais. Bah, déjà, ça avait commencé un petit peu avant. Et en gros, ça termine 2001, quoi. Ouais, avec l'invasion. Un peu avant l'invasion. Ouais. Et là, des fois, on part sur de la Ruthless Aggression après, quoi. Ouais, non, mais bon. Donc, après, c'est pas nécessaire forcément d'avoir une ère identifiée. Oui, bah oui. Donc il arrive sur la fin de l'Attitude Era déjà. Oui, et puis t'avais encore les Guerrero, les Jericho, les Perry Saturn, Dan Malenko, tout ça, oui, je sais, mais bon, du coup, à part ça, c'est pas... voilà. Bref. Du coup, des changements du côté de la WWE, comme on parlait de changements, il y a quand même quelques changements. La preuve que Triple H peut-être est un peu moins restrictif que l'était Vince McMahon. Ça, c'est pas une nouvelle. Clairement. Les talents de WWE qui sont de nouveau autorisés à avoir un compte Twitch. Même si certains avaient quand même un compte Twitch, mais avec des noms bien à eux. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas utiliser leur nom WWE, enfin, ils pouvaient pas faire valoir leur popularité WWE pour se faire connaître. Maintenant, c'est chose faite, ça a changé. Ils sont de nouveau autorisés à faire des lives, etc. Tant qu'ils parlent pas forcément de ce qui se passe à la WWE et tout ça, ça va pas poser de soucis. Faut quand même noter que la WWE prendra un petit pourcentage des gains, mais bon, en vrai, j'ai presque envie de dire c'est logique. Parce que tu évolues, t'es sous contrat avec WWE et tu joues sous le fait que t'es connu avec ce nom-là. Et... Donc je pense que c'est assez logique. Ouais, je sais pas, je suis moyen chaud. Mais je sais que justement... le pourcentage est assez faible apparemment, de ce que j'ai compris. Déjà que Twitch, ils prennent plus de la moitié, là. Donc... On sait ce que c'est. Je crois que c'est 60%, je crois, Twitch, entre ça. Ah oui, non, c'est pas que... C'est... 70-30, c'est. Donc ouais, 70% Twitch et Putain. 30% les talents. Sur les 30%, si la WWE prend genre 5%, il reste plus grand-chose. On va pas dire du mal de notre plateforme, hein. Ce serait pas... Mais moi, déjà, c'est déjà une bonne chose. Moi, je trouve que déjà, ils aient le droit de... Bah oui, après, je suis pas spécialement fan de l'idée qu'ils aient cette restriction, mais bon. Mais je pense qu'ils le font pas forcément pour le pognon, en plus d'aller sur Twitch. Donc je pense que une petite partie à WWE, c'est pas très très grave, quoi. À voir. Je pense qu'ils le font plus par plaisir de jouer, de partager ce qu'ils aiment faire. Après, c'est vrai que d'un autre... Après, c'est vrai que d'un autre côté, si t'as des personnes qui sont censées avoir une gimmick et qui sont totalement en dehors du truc quand ils sont sur stream, sur Twitch, c'est pas... Voilà, quoi. Ouais. Genre... Il y a... Dakota Kai qui est souvent en stream. T'as Woods, mais Woods c'est pas pareil parce qu'il a sa chaîne YouTube et reconnu par WWE depuis très longtemps.
Ouais, non, bah ouais. Côté W, je sais pas trop après qui stream. Je crois que Shayna Baszler, elle fait des trucs aussi de temps en temps. À voir. Du côté de W, je sais qu'Adam Cole est très souvent présent, mais bon, ça c'est. Bah, la EW, ils ont carrément leur chaîne de gaming, donc. Oui, ils sont beaucoup plus libres du côté de AEW sur ça. Ah, je sais pas, je suis pas. C'est particulier en fait, j'ai pas forcément en tête tous les trucs et machin, mais c'est vrai que de base. Je comprends que du coup, si tu utilises l'image de W, que W prenne un petit pourcentage. Enfin, Ouais, mais après, ça dépend. Je sais qu'à l'époque, justement, c'était anciennement Page qui avait. C'était un des trucs qui avait poussé à sa. Parti, Entre guillemets, à être partie où justement elle pétait un cap parce qu'il lui interdisait de streamer alors qu'elle était même plus sur les écrans depuis des années, quoi. Adam Cole, c'était à peu près le même cas aussi. Mm. Mais voilà, après, je comprends du coup Enfin, moi, personnellement, je comprends qu'ils prennent une partie et ça me choque pas et ça me paraît logique. Donc, Ah, je suis relativement débutatif, mais bon. C'est pas. Je pense en fait c'est le genre de truc où tu pourras en discuter pas mal. C'est un peu la version light des trucs juridiques dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, où en fait tu pourras en discuter pendant des heures et chaque demi-heure, chaque 10 minutes, tu trouveras un nouveau truc. T'es genre, ah oui, c'est bien parce que machin, mais ça peut être moins bien parce que tel truc, tu vois. Donc bon. Salut J-King, ça fait longtemps, comment ça va? salut. On est en train On a fini de parler un peu de la structuration de l'UE, on va parler un peu plus des talents en particulier. Notamment des blessés et absents. Première chose, Drew McIntyre, le sujet un peu du moment. Imhotep, J-King, Imhotep. On sait pas trop ce qui se passe avec Drew McIntyre. Hein, vraiment. Moi ça va, je suis fatigué, mais ça va. Drew McIntyre, on sait pas trop ce qui se passe. Il est blessé ou malade, on sait pas trop. En tout cas, il devrait pas faire son retour avant plusieurs semaines. En gros, c'est juste un récap un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est juste qu'on a un peu plus d'infos. Qu'il sera absent quelques semaines. Premier degré, je suis inquiet pour lui. Hein. Il y a toujours des complications sur son contrat aussi, mais c'est pas le sujet principal. Mais c'est assez mal barré en tout cas niveau contractuel. Mais c'est vrai que niveau santé, on sait pas trop ce qui se passe. Ouais, j'espère qu'il a pas chopé un truc plus grave parce que là, a priori, ça fait quand même pas mal de temps, quoi. Hein. Bah, ça fait quoi? Ça fait quasiment un mois depuis Mania, donc. Bah, sachant qu'il était déjà malade avant. Il avait été malade. Est-ce qu'il est revenu pour WrestleMania McIntyre en fin de contrat, je le vois quand même pas partir. Bah, on sait pas. Là, le problème, c'est que déjà, on sait pas. On a tellement pas d'infos sur ce qui se passe avec lui, qu'il soit malade ou blessé, que du coup, c'est difficile à dire. Hein. Ouais, bah c'est peut-être pour ça aussi que les négociations contractuelles avancent pas trop, quoi. Peut-être pas le sujet principal en ce moment, quoi. Ouais. Je crois qu'il est en contrat quand même jusqu'à la fin de l'année, donc ils ont quand même un petit peu de temps pour. Ça se trouve, à la fin de l'année, ils vont l'échanger avec Omega, en fait. On va avoir Drew Galloway à la EW et Jordi Omega à la WWE. Omega et les Bucks aussi, fin de contrat en novembre, je crois, et ça négocie ferme, mais c'est pas gagné non plus. Honnêtement, je les vois tellement rester à la EW. Oui, je pense, mais ça va raquer sévère, je pense. Bah, c'est pareil, t'as MJF aussi qui est dans le truc. MJF un peu plus tard, je crois. Les histoires de fin d'année, quand on va vraiment attaquer le dernier quart 2023, ça va être. Il y a la plupart des contrats WWE qui se terminent en 2024, hein. Presque tous. En tout cas, les gros talents, Becky Lynch 2024, Charlotte Flair 2024, ça va négocier sévère là, les prolongations de contrat. Bah, c'est con à dire, mais c'est vrai que t'as tellement d'habitude avec la culture du CDI qui est en France que te dire que les mecs à la WWE sont signés que sur du CDD en finale. Je trouve ça assez marrant en fait. Ah ouais. Surtout que ça avait... La plupart des contrats avaient été prolongés en 2019 avant le Covid et du coup ils avaient signé pour 5 ans la plupart et il y en a beaucoup qui terminent en 2024 quoi. Et c'est aussi pour ça que des fois tu te retrouves avec des noms que t'avais totalement l'habitude de voir et que tu vois plus du jour au lendemain, tu sais. Genre les Hardcore Holly à l'époque, beaucoup de mid-quart d'heure en fait. Les prochains mois quoi. Ouais, totalement. Sachant que si WWE veut faire venir genre les Kenny Omega, Young Bucks et compagnie, il va peut-être falloir libérer quelques contrats. Donc sachant que si ça termine dans quelques mois, ils vont pas les libérer, ils vont attendre d'aller au bout du contrat parce que ça coûte moins cher. Donc voilà. Donc affaire à suivre, mais ouais, il y a peut-être
quelques mouvements de contrat dans les prochains mois. Bah, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu on n'a pas encore eu le Triple H, n'a pas encore eu de vague de licenciements justifiés ou pas, comme Vince a eu, ne serait-ce qu'après le Covid, par exemple. Hein. Là, Nick Khan apparemment a dit qu'avec le rachat, il va falloir faire un peu de ménage, mais a priori, ça serait plus côté staff que côté talent, a priori. Côté talent, s'il y a quelques renvois, ce serait des trucs un peu à la marge et on va dire des talents très secondaires, quoi. Ouais, bah de toute façon. Puis là, c'est pareil, quand tu regardes, ils ont NXT qui est blindé, ils ont des mecs qui viennent de NXT UK qui ont rien à foutre en développement. Je sais pas, est-ce que t'as dans le programme la news que t'avais partagée sur My Wrestling News sur Tyler Bate, par exemple? Yes. Ouais, du coup, je dirai ce que je pense dessus après. Mais oui, effectivement, là, c'est... Bah, disons que c'est encore une fois un peu la partie business insiders et tout qui est pas forcément la plus... qui est pas forcément la plus... j'allais dire, c'est pas la plus intensive, c'est très intéressant et on est obligé de la connaître des fois pour comprendre ce qui se passe à l'écran, en fait. Il y a Jekin qui nous dit qu'il voit pas W recruter de sitôt avec la fusion. En vrai, il y avait des rumeurs comme quoi le recrutement était un peu gelé en ce moment. C'est pas tout à fait vrai parce que W, ils observent quand même et si vraiment il y a un bon coup à faire, je pense qu'ils le feront. Mais c'est vrai que je pense qu'ils peuvent pas se permettre peut-être de dépenser quelques millions enfin signer un très très gros contrat. Enfin un très très gros nouveau contrat en tout cas. Pour prolonger quelqu'un, je pense que c'est ok, mais signer un nouveau talent à quelques millions... C'est vrai, quand tu regardes, c'est là aussi ce qui est compliqué, c'est qu'au final, contrairement à une entreprise qui, à mon avis, a plus de bénéfices à tourner avec un staff entre guillemets figé et habituel, mais c'est vrai que le cas des fédérations de catch, des promotions de catch au sens large, c'est vrai qu'effectivement, il y a toujours cette notion de réussir à gérer entre le budget et le fait que tu es obligé d'avoir des nouveaux noms si tu veux rester compétitif, quoi. D'où le fait qu'on a... T'es obligé d'avoir du sang frais, en fait, de temps en temps, quoi. Oui. Ouais, d'où le fait qu'on a eu, pendant quelques temps, on en parle souvent, l'époque des main event maudits où c'était des fois Orton contre Cena, des fois c'était Cena contre Orton. Enfin, c'est le genre de truc qui est pas bon, quoi. Ah, la bonne vieille époque, oui. C'est une autre époque. Les Cena Orton, j'en pouvais plus, sérieux. Bah après, c'était encore différent. C'est pas tant que t'avais pas forcément de nouveaux noms, mais c'est surtout que le main event était vraiment figé, en fait. Ils avaient pas recréé de nouvelles stars à cette époque. C'est ça. Ce qui a tendance à changer quand même, hein, globalement. Ah oui, ça, on n'est plus dans le même truc du tout, quoi. Autre absent, un petit peu remarqué ces dernières semaines, c'est Johnny Gargano qui est absent, car il a aggravé une blessure à l'épaule. Johnny Gargano s'est blessé en fait en janvier, il a continué à catcher en étant blessé. Lors de Stand and Deliver, je sais pas si tu as le souvenir de son match, il pouvait quasiment plus servir de son bras en fait, il a quasiment catché avec un seul bras. Et W espère qu'il va se remettre de sa blessure sans opération, parce que s'il doit se faire opérer, ça serait assez embêtant. Et si du coup W espère ça, ça veut dire qu'ils ont peut-être des trucs un peu de côté pour Johnny Gargano. Bah, il a la poisse, hein. Il a vraiment la poisse. C'est vrai que Gargano, à chaque fois qu'il était proche d'un push, à chaque fois blessure, quoi. Ça, c'est vraiment... Ouais. Ça va pas, quoi. Bah, il fait partie... Il était revenu à NXT, donc push, voilà, mais est-ce que c'était juste un court passage Oui, je pense que c'était un court passage pour avoir du High Pictures match pour Stand and Deliver, mais ouais, il est pas... Bah, en fait, le problème, c'est que, encore une fois, passer l'excitation de voir tous les noms que Vince avait virés ou qui étaient en fin de contrat, qui n'étaient pas revenus, revenir, justement, c'est que maintenant, on se retrouve dans un cas en disant, bon, bah voilà, les mecs, on va dire, il y a... allez, je dis une connerie, on va dire, il y a 10 spots main event, par contre, vous êtes 30, quoi. Ouais. Donc, c'est pas forcément... c'est pas forcément super simple à entre guillemets. Ce qui est très dommage avec Gargano, c'est que si tu fais bien le taf et que toutes les planètes s'alignent bien, tu peux à peu près le mettre au même niveau qu'un Cody Rhodes. Vraiment. Bon, il faut le construire, il faut que ça prenne du temps, mais il y a largement moyen qu'il ait la même cote de popularité, quoi. Bah, le souci, en fait, c'est que quand tu regardais par rapport à NXT, malgré le fait qu'il s'était blindé de Star Indie, t'avais un roster qui était moins, on va dire, moins grand et moins de trucs, tu vois. Donc forcément, les mecs, si tu les voyais toutes les semaines, c'est vachement plus star que s'il y avait 3 shows dans la semaine, tu vois ce que je veux dire. Mais Gargano, même quand il était pas très mis en avant dans le main roster, il a toujours été très populaire auprès des fans. Donc, si ouais, mais bien que tu taffes bien sur le truc et que qu'il a pas toutes les blessures. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait
qu'est-ce qu'il a fait concrètement depuis son retour? À part le très bon match à San Deliver. Ouais, il a rien fait. En main roster, moi après j'ai pas vu, mais en tout cas j'ai pas vu de grosses infos, donc Non, il a rien fait de spécial. Il a servi de faire valoir entre guillemets en faisant revenir Dexter Lumis. Il a vite fait eu 2-3 matchs en début de truc contre Austin Theory, mais le Gargano qui revient en promettant qu'il revient pour être à WrestleMania, qui est même pas à WrestleMania. Enfin, tu vois, il a vraiment il est même pas placé en upper mid-card, là, c'est du mid-card tout court, voire l'over mid-card. Donc, c'est quand même dommage. après, faut espérer qu'il y a un plan, qu'il y a quelque chose de côté et que c'est juste mis de côté parce qu'il est pas prêt, il peut pas être présent. Oui, bah, j'espère aussi, parce qu'au final, lui, quand tu l'utilises bien, bah, c'est pareil, hein. C'est une légende, ce mec. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, tu peux en faire un très très bon catcheur ultra populaire. Très très proche du main event, voilà quoi. Oui, et puis même tu peux l'avoir en... Surtout maintenant que la scène upper mid-card est vraiment cool avec le titre intercontinental. Le titre US un peu moins, chez Austin Theory j'ai un peu plus de mal. Le titre intercontinental, c'est En fait c'est marrant parce que le upper mid-card est limite devenu du main event en fait. Genre quand t'as Sheamus ou McIntyre qui se battent pour le titre intercontinental, tu dis même pas qu'ils ont été rétrogradés. C'est juste que le titre a tellement monté de prestige que c'est pas surprenant quoi. Après, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul titre mondial aussi en ce moment, enfin. Ça y fait aussi. Oui, mais quand tu regardes avec Vince, il y avait qu'un seul titre mondial aussi pendant un moment, et c'est pas pour autant que le titre intercontinental ou le titre US était... C'est pas nouveau que Vince en ait toujours foutu des 2 titres secondaires. Ouais, c'est pas une nouvelle, ça. Ah oui, bah clairement, mais bon, du coup... Quand tu vois... Sujet totalement différent. À moins que tu voulais ajouter un truc. Non, j'allais juste dire, quand tu vois le passif qui a eu le titre intercontinental, qui était vraiment, entre guillemets, le titre légendaire, et quand tu vois ce qui a été devenu pendant quelques années à être beaucoup moins important, tu vois quand même qu'il y avait une différence de faire, quoi. Du coup, sujet totalement différent qui va parler des femmes du roster WWE qui sont assez mécontentes en ce moment, puisque lors de Raw, il y a eu plusieurs segments backstage qui ont été totalement supprimés. La décision en fait de supprimer ces segments a été prise très très tardivement, puisqu'il y a même un segment qui avait été déjà enregistré a priori avec Damage Control d'ailleurs. C'est pas confirmé, mais a priori ça serait un segment avec Io Sky, Bayley et Dakota Kai. Du coup il y a un petit peu un mécontentement qui monte un peu en backstage du côté féminin. Je sais pas si tu veux réagir à ça et si tu as remarqué que le catch féminin était pas trop mis en avant en ce moment. Bah c'est pas nouveau, on le dit à chaque fois, tu sors des titres main event, enfin des titres de Raw et de SmackDown du coup, et des titres par équipe, t'as aucune autre rivalité en fait. Autant la EW, je vanne souvent parce que c'est très répétitif, mais malgré les qualités moindres, on va dire, des storylines de la division féminine, t'as plus de boulot que simplement celles qui sont championnes, en fait. Ouais. Donc, t'as pas cette notion de... Bah, en fait, le problème, c'est que dans la théorie, le titre féminin de Raw et de SmackDown sont, entre guillemets, des titres censés être en niveau main event. Mais étant donné qu'ils construisent quasiment jamais de stars féminines à la WWE, bah forcément, t'as pas... voilà, quoi. T'avais Sasha Banks qui voilà, t'avais Bayley, et encore c'est un peu baissé par la suite. Mais sinon, même si Charlotte Flair, encore une fois, pour moi, elle est en pilotage automatique depuis des années, et que du coup, au niveau storyline, j'ai rien à foutre, j'en ai rien à faire d'elle, t'enlèves Charlotte Flair et t'enlèves Becky Lynch, et les titres sont plus... tu vois. Même si... Becky Lynch, on n'oublie pas quand même qu'il y a genre... il y a genre 2 ans, là, quand elle a explosé, c'était la catcheuse la plus populaire du roster mélangé masculin-féminin, c'était la plus populaire. Ah oui, clairement, oui, mais à part ça, même Bianca Belair qui est... Ça a un petit peu baissé depuis, mais... Bianca Belair qui est exceptionnelle aussi, il y a qu'à se rappeler des matchs qu'elle avait eu avec justement avec Sasha Banks par exemple, mais t'as même pas cette notion de mid-card ou de low-card en fait. C'est juste... J'ai l'impression que les titres féminins sont pas trop... Enfin, on n'en parle pas des masses en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, moi, de mon point de vue, du coup, avec mon retard, tout ça, donc du coup, de ce que je vois passer sur les réseaux, j'ai l'impression que le raid de Bianca Belair est pas ouf. Et que Rhea Ripley, en fait, elle est championne, mais qu'elle serait pas championne, ça serait pareil, quoi.
Bah, en même temps, oui, voilà, elle a pas eu de truc spécial. Alors, je m'excuse juste 2 secondes, je vais juste enlever un de mes chats qui est en train de jouer avec des sachets qui fait un bruit dégueulasse, donc je te laisse juste combler quelques instants. Eh ben, du coup, comblons. Ouais, après, voilà, enfin, moi, comme je dis, hein, comme j'ai toujours en retard sur les shows, du coup, j'ai pas trop forcément le regard de ce qui se passe actuellement. Parce que je vois pas, je regarde pas les shows, parce que je suis grave en retard de ouf. Mais c'est vrai que ce que je vois passer sur les réseaux, en fait, je vois pas, ça parle pas trop du catch féminin de WWE, quoi. J'en entends pas parler, en fait, de ce que moi, j'entends parler de Reigns, j'entends parler de Cody Rhodes, j'entends parler de Lesnar. Mais alors, les Becky Lynch, un petit peu avec Trish Stratus, là, ce qui s'est passé, du coup, on en entend parler un peu, mais, moi, les Becky Lynch, Bianca Belair, Rhea Ripley, tout ça, on n'entend pas des masses parler. Rhea Ripley, on en entend parler parce qu'il y a Dominic Mysterio, c'est tout, mais sinon, j'ai l'impression qu'on n'entendrait pas du tout parler, quoi. Bah oui, effectivement, comme dit, les titres féminins n'ont pas spécialement d'intérêt, quoi. Les titres féminins, les titres par équipe, c'est des catcheuses qui sont pas une équipe, qui ont gagné les titres, qui sont en train de feuder avec une autre équipe qui est pas une équipe. Et contrairement aux titres masculins où t'as vraiment une notion de lower mid-card, bah là, t'as pas de... Alors que, par exemple, du côté de AEW, on critique la division féminine, mais bon, au moins, il y a des trucs concrets, tu vois. Jet Cargill elle est championne depuis longtemps, tout le monde essaie de la détrôner. Elle a des nouvelles challengers semaine après semaine qui essaient d'aller lui chercher le titre. Hmm. Jamie Hayter, ça a l'air de pas trop mal marcher, l'association avec Britt Baker et tout. Bah oui, en fait, le truc, c'est que les catcheuses de la EW sont quand même assez talentueuses pour la plupart, et du coup, l'absence de storyline intéressante, comment dire, elles arrivent à le renverser. Et quand tu regardes, pareil, la EW, voilà, le roster féminin, sont pas tous à un niveau incroyable, c'est pas tous des super catcheuses, mais la EW régulièrement crée des nouveaux trucs, quoi. Crée des nouvelles situations, des machins et tout. Des opportunités aussi à beaucoup plus de catcheuses, j'ai l'impression. Tandis que Oui. WWE, c'est toujours autour de 4-5 que ça tourne et Bah oui, voilà, le problème c'est que là, avec l'équivalent des divisions féminines, bah, c'est un peu ce qu'on disait avec Orton et Sinad il y a quelques années, quoi. par exemple, pour faire le comparatif à EW, Jet Cargill, elle a quasiment affronté tout le roster pendant son règne, quoi. Ah oui, bah oui. Elles ont toutes eu une chance au titre, presque, quoi. Donc, Oui, puis du coup, c'est plus entre guillemets impression, quoi. ça visibilise beaucoup le règne, et puis ça, au moins, ça donne des chances à tout le monde. Jet Cargill, elle a en fait, elle a le run de championne que pourrait avoir Charlotte Flair, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, Donc, c'est ça. voilà. Et bon, on peut pas, voilà. Qui nous dit qu'à part Bianca Belair et Rhea Ripley, ils ont pas construit de stars. C'est vrai que sur les 2-3 dernières années, après, on peut espérer que ça change parce que du côté d'NXT, ils ont un roster féminin assez intéressant. Oui, mais bon. Des choses qui ont potentiellement quelque chose d'intéressant à proposer, quoi. À voir. Hein. Pour l'instant, c'est un peu mais quand même. Moi, je sais que, tu vois, j'entends plus parler limite des catcheuses de NXT que des catcheuses du roster principal de WWE. C'est quand même assez problématique. Oui. Ouais. C'est-à-dire que moi, tu vois, je peux avoir le regard du coup de quelqu'un qui est pas trop au fait de ce qui se passe dans les shows parce que du coup, comme je les regarde pas et que je suis en retard, tu vois. Et du coup, quelqu'un qui est fan de catch occasionnel et qui regarde pas forcément les shows pourrait avoir à peu près le même regard que moi. Et sur les réseaux sociaux, t'entends plus parler de Tiffany Stratton, Sol Ruka et compagnie que du roster principal WWE. Ah oui, c'est dommage parce que par exemple, tu vois le match de Mania entre Flair et Ripley, le match est légendaire, tu vois. S'ils avaient eu un match comme ça et avec les storylines qu'il faut, donc c'est-à-dire pas avec une Charlotte Flair en mode répète toutes les semaines, avec d'autres stars, franchement, ça pourrait être, justement, ça pourrait être des stars aussi impressionnantes que des Roman Reigns ou n'importe quel mec du roster masculin en fait. T'as vraiment une. De toute façon, Charlotte Flair, de toute façon, tu pars du principe qu'ils ont foiré totalement la catcheuse dès le départ en fait. Donc du coup maintenant ils peuvent plus rien rattraper et maintenant c'est vas-y, on continue. Mais déjà de toute façon comme je le dis à chaque fois et c'est marrant parce que justement c'est un peu le propos du mode carrière féminine dans le dernier jeu WWE, c'est que moi déjà je pars du principe que si t'es un fils 2 ou une fille 2 et que ton thème c'est simplement un remix ou une réinterprétation du thème de ton daron, déjà c'est que t'existes pas par toi-même en fait. Mm-hmm. Donc même Charlotte Flair, quand tu regardes au final sa gimmick c'est celle de son père quoi, encore plus insupportable du coup. Même quand elle est face, elle est, enfin tu vois il y a un problème, il y a un truc à, je comprends le point de vue. Ouais. Il y a un truc à repérer. Pour dire qu'en ce moment le catch féminin c'est quand même un petit peu compliqué. Ouais. Que ce soit AEW a des problèmes mais ils arrivent à s'en sortir.
parce que sur le talent et tout ça. Mais ouais, il y a des problèmes un peu des deux côtés qui sont pas les mêmes, mais il y a des problèmes un peu en tout cas pour les deux grosses compagnies américaines. Ouais. Du coup, on continue avec une news encore sur Gunther. Décidément, c'est un peu le. À chaque fois qu'on dit Gunther, moi je pense à YouTube Schmeight Tralala. Je l'avoue, après des semaines. C'est vrai que Gunther, on en parle un peu toutes les semaines, il y a toujours un peu quelque chose d'intéressant à parler sur Gunther. On parlait il y a quelques semaines d'un Gunther Brock Lesnar qui avait été possiblement étudié. La WWE qui ne planifie absolument pas de match entre Gunther et Brock Lesnar dans un proche futur, malgré que ça a déjà été un peu teasé. Mais en tout cas, c'est pas au programme pour l'instant. Ouais, ça a été teasé. Pardon, ça a été teasé, ils ont juste eu un moment ensemble sur le Rumble, mais si tu dois faire un programme entre tous les mecs qui sont un moment avec les autres sur le Rumble... Bien sûr. Mais après, souvent, ça veut dire un petit peu quelque chose, quoi. Je veux dire, il commence à poser une pierre, déjà, mais... Ouais, bon, de toute façon, il n'y a pas de logique, il n'y aurait pas de logique pour l'instant. Lesnar, franchement, je le vois pas aller concourir pour un titre qui est même plus vraiment secondaire, du coup, mais... Non. En tout cas, ça pour dire que si jamais il y a un affrontement entre les deux hommes, c'est pas prévu dans un proche futur, ça aura pas lieu durant l'été, et il y a aucun plan pour SummerSlam entre Gunther et Brock Lesnar, malgré que c'est un match que beaucoup de fans aimeraient voir. En tout cas, c'est pas au programme avant au moins, déjà au moins 4 mois, et si jamais c'est au programme, ce sera plus tard. Ouais, je sais pas, faut voir comment le draft va se passer, peut-être que vraiment il va y avoir des chokings events, mais... Le draft risque de changer pas mal de choses, en vrai. Et sinon, J-King nous dit Impact niveau 4 féminin, c'est très bon à chaque fois. Oui, mais même eux, ils ont pas de peau, tu vois. Genre, ils avaient une championne... ils avaient une championne de la prom... Enfin, une championne Impact qui était qui a dû partir, qui a été destituée avec... Le problème d'Impact est toujours le même, hein. Il manque cruellement de popularité, quoi. Et de star value, quoi. Alors que il y a ce qu'il faut, hein. C'est juste que ils ont tellement souffert du bad buzz il y a quelques années que ils n'arrivent pas à monter. Après, tu regardes la division féminine, malgré le talent, je suis désolé, mais les storylines à base de Royaume des morts vivants et de catcheuse qui disparaît dans un cercueil, enfin... C'est vrai qu'ils ont un peu poussé sur certains trucs. Voilà, c'est pas ouf non plus, quoi. Mais je comprends le point de vue du... Impact, ils reviennent bien. Mais oui, Impact reviennent bien, mais c'est pas ça le problème, c'est que... On le dit toutes les semaines. Je veux dire, ce qu'ils proposent, ça marche, c'est bien. C'est bien construit, il y a du sens. Le problème, c'est la popularité auprès des fans, en fait. Mais même sans la popularité, ils ont une production value qui est dégueulasse. Oui, mais c'est dû à ça, en fait. La popularité auprès des fans a tellement baissé qu'ils ont été obligés de réduire les coûts. Tu regardes là le pay-per-view qu'il y avait eu Multiverse United. Alors les matchs étaient bons, hein. Alors, putain, le truc, ça faisait vraiment show indie, quoi. C'est limite, tu voyais pas le mec quand il rentrait qui appuyait sur play pour lancer sa musique. Oui, mais je veux dire, voilà, c'est dû à la popularité qu'à sombrer, en fait. Ils ont été obligés de réduire les coûts concrètement total, donc ils ont préféré mettre un peu l'argent sur les talents plus que sur la production value, en tout cas dans un premier temps, quoi. Et du coup, voilà. J-King, tu serais pas un petit peu pas très, t'es un peu parti pris quand même, hein. C'est pas mal, hein, mais tu défends souvent Impact quand même dès qu'on dit un truc. Après, j'ai pas vu les shows, les shows récents. Moi, j'en suis toujours en mon retard, mais moi, j'imagine que ça a pas beaucoup changé depuis. Et, on va dire c'est correct, mais c'est vrai que ça a pas, c'est pas de la grande prod, quoi. Ah oui, ouais. T'as l'impression en fait de regarder, tu vois, une émission produite par TF1 et une émission, enfin, sans enlever le côté de la chaîne de télé, tout ça, hein, si tu veux, mais c'est juste le côté budget. T'as l'impression que WWE, par exemple, ce serait produit par F1, par TF1, et Impact Wrestling produit par la chaîne de la TNT, genre Energy 12, tu vois. Enfin, il y a une grosse différence de budget en fait. Ouais, non, c'est pas. Alors... Sans occulter que le débat, enfin le fond peut être meilleur, tu vois. C'est juste que ils ont souffert énormément du bad buzz qu'ils ont eu il y a quelques années, quoi. C'est un peu comme les... ça fait mal, quoi. C'est un peu comme les... Je fais souvent la comparaison entre le catch et le cinéma, mais par exemple, c'est un peu comme les films d'action où les mecs ils font des trucs incroyables, sauf que la réalisation est plate, quoi. Donc du coup, voilà, c'est pas... Tu peux produire le meilleur truc au monde. S'il y a personne pour le regarder, ça reste un truc de merde, quoi.
Donc, Après, je suis pas si catégorique. Hein. Pour moi, c'est pas de la merde. C'est juste que la production value fait que j'y arrive pas, quoi. oui, non, mais je veux dire, C'est un peu frustrant parce que tu mets un pack, et puis en plus, ils ont aucune star. Je suis désolé, mais Impact, ils ont 0 star. Ils ont une star value qui est 0. Tu vois, quand ta championne féminine, c'est Mickey James qui parce est. que le buzz prend pas, en fait, c'est tout. C'est surtout ça, mais moi j'en reste sur le fait que ils ont créé un bad buzz il y a quelques années et qu'ils arrivent pas à en remonter, quoi. C'est Bref. pas du tout populaire en fait. Impact Wrestling auprès des fans, c'est pas du tout populaire en fait. C'est ça le problème. Du coup, on enchaîne parce qu'on s'est quand même pas mal écarté d'Impact Wrestling, surtout qu'on va en parler un petit peu plus tard. On va parler de LA Knight qui est toujours favori pour remporter le Money in the Bank Ladder Match. Les discussions se sont pas mal intensifiées ces derniers jours. En tout cas dans ce sens, et ça semble bien parti pour LA Knight en tant que Mr. Money in the Bank. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir des promos assez incroyables. S'il cache pas rapidement en tout cas, ou s'il la garde quelques semaines et tout, il y a moyen qu'il y ait des segments assez cool. Bah, les Knights, c'est un peu un. Comment dire? C'est le joyau caché pour l'instant. Alors, apparemment pas tant que ça, mais effectivement, il a vraiment le potentiel pour être. En fait, c'est con. C'est bien, il le protège un peu quand même. Même si ils lui font faire peut-être des défaites et tout ça, mais ils savent qu'il y a quelque chose à faire avec, tu vois. En fait, LA Knight, il serait arrivé il y a 10-15 ans, il aurait été champion, quoi. Enfin, il le sera peut-être du coup, mais il y a 10-15 ans, il aurait été. LA Knight, il y a 10 ans, tu le fous en pleine PGRA. T'en fais le heal du moment. Enfin, vraiment, c'est le heal main eventer. Hein. Mais vraiment de ouf. Après, tu vois, pour le coup, tout à l'heure, on disait du mal d'Impact, mais LA Knight, c'est un produit Impact aussi. Hein. Pour le coup. Pas tout à fait. Oui, enfin, il a quand même eu un très gros run à Impact. Je suis désolé. Ouais, mais pas tout à fait. Ils l'ont chopé, ils l'ont juste poli un peu plus, quoi. Ouais. Ils l'ont juste poli, en fait. Il existait déjà, quoi, LA Knight. Yeah. Le personnage existait déjà. Hein. Yeah. Et puis surtout, il a été en développement à WWE il y a très très longtemps. Et d'ailleurs, ils en avaient fait de la merde. Je crois qu'il avait été arrivé en main roster assez tôt. Vers la fin de ECW, version WWE et tout. Ah, il a été dans le main roster déjà? Putain, je me rappelais plus. Ouais, je crois, ouais. Je me rappelle même plus, tu vois. Il me semble que oui, hein. Peut-être, je suis pas sûr. Peut-être j'ai une grosse connerie. Mais en tout cas, il avait fait des dark matchs à la ECW, c'est sûr. Je crois qu'il avait fait. Il avait dû faire un match. Je sais pas s'il avait pas fait un match en temps. Ouais, ma caméra qui est partie encore. Sean Rocker. Je sais pas s'il avait pas fait un match aussi en tant que jobber. D'ailleurs, je parlais de John Moxley. Attends. Attends, c'est pas le Deuce. Non, c'est pas possible. Bah, je regardais, et là, il disait dans les noms, il s'appelait Deuce. Mais pour moi, les seuls Deuce que je connais, c'était Deuce et Domino, mais ça a pas l'air d'être ça. Non, c'est pas le même. Ah ouais, j'ai eu peur. Par contre, l'hero des Trump, c'était magnifique. Mais du coup, en mai 2013, Ricker signe un contrat avec la Raw Wrestling Entertainment. Mais ils en disent pas. En développement sous le nom de Slate Randall. Ouais, mais non, sinon il n'y a rien de plus. Après, je crois qu'il avait fait un match en tant que jobber dans les années 2000. Je crois qu'il était en équipe avec John Moxley contre le Big Show, si je dis pas de conneries. Bah, après, comment dire, les Young Bucks l'ont fait. Les Young Bucks l'ont fait, AJ Styles l'a fait. Oui, bien sûr, c'est pas ça le problème. Hein. Non, mais c'est pour dire que WWE avait déjà un œil sur lui depuis très longtemps, en fait. Au final. Les WWE, ils ont pas de peau les 3 quarts du temps quand ils chopent quelqu'un comme ça, en fait, ils le chopent trop tôt. Ouais. Donc du coup, ça marche pas, quoi. Mais en tout cas, c'est un catcheur qui a toujours eu un grand charisme et beaucoup de facilité au micro. Ouais, comme j'ai dit, il faisait Aliro des Trump au Mexique. Donc le heel par excellence qui était anti-mexicain. Donc enfin à la frontière, à Tijuana, là, les shows, enfin laisse tomber, c'était le heel du siècle. Après, il a été beaucoup à la Championship Wrestling from Hollywood, qui est une compagnie en Californie. Et c'est pareil, c'était une des top stars là-bas. Enfin voilà, donc il y a quand même toujours les. Et il a fait des pubs avec Ric Flair. C'est vrai. C'est marrant parce que du coup on les voyait à l'écran avant que lui ait signé pour la WWE. C'était assez marrant. Mais il a comme Peter. C'est vrai qu'il a une gueule en fait pour faire de la pub ou du cinéma même. Enfin, ça me choquerait pas en fait. Ouais, effectivement, il a une présence. Il y a une présence, ouais.
tu le vois, il y a quelque chose, quoi, direct. Enfin, il a quelque chose, quoi, tu vois, c'est pas fade, tu vois. Ouais, totalement, ouais. Donc je comprends totalement, en fait, que du coup, il soit dans les favoris, parce que, bah, déjà, ça lui permettrait de le lancer dans quelque chose. Parce que, bah, depuis qu'il est arrivé, concrètement, bon, il est quand même utilisé, mais il a pas eu, il va dire, sa carrière, c'est pas vraiment lancé. Bah, c'est peut-être pas le bon mec qui a gagné dans le match avec Bray Wyatt, hein. Mais, ouais, c'est vrai. Putain, Bray Wyatt. Bray Wyatt, d'ailleurs, apparemment, qui est blessé aussi. Enfin, vraiment, c'est un. Je vais pas revenir sur Bray Wyatt, mais tout le monde sait ce que j'en pense. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un échec, mais critique, quoi, vraiment. Oh. Vraiment, Non. Critique, je dirais pas. Je sais pas, c'est un le échec, hein. Eh ouais. En tout cas, c'est quand même un échec. Ouais, il va revenir en tant que Yusuke et puis on n'en parlera plus. Ah, putain, le pauvre. Autre talent qui pourrait être boosté du côté de WWE, c'est Tyler Bate. Tyler Bate qui a eu une performance qui a été décrite comme exceptionnelle lors d'un récent show main event. Si je dis pas de bêtises, ça devait être la semaine dernière ou alors c'est le show de cette semaine qui a été enregistré en début de semaine. Je sais plus exactement. En tout cas, j'ai vu la photo de Tyler Bate à main event. Et d'ailleurs, je sais même plus qui c'est qu'il a affronté. Faudrait regarder sur internet. Alors, Et en fait, Tyler Bate qui a été fortement félicité et qui est dans les discussions pour une arrivée dans le roster principal de WWE. Et je comprends même pas pourquoi il y est pas depuis au moins 1 ou 2 ans. Mais tout. bah oui, c'est ce que j'allais dire. Le mec, il a eu NXT UK, il a eu un gros run à NXT. C'est impossible qu'il se rende compte que maintenant, quoi. Moi, je l'ai vu catcher à 16 ans contre Chris Hero. Chris Hero avait dit à l'époque, c'est le meilleur catcheur que j'ai affronté de ma vie. Le mec avait 16 ans. Ouais, c'est vrai qu'il était super jeune en plus. Donc voilà. Bah oui, ouais, Voilà, je comprends pas honnêtement, tu vois, ça serait un nouveau signé et tout, mais le mec, effectivement, il gravite dans la WWE depuis des années. Il a été champion NXT UK pas si longtemps que ça en fait, mais du coup, le mec, il est clairement dans les. Enfin, ça fait des années quoi. Je trouve ça vraiment aberrant qu'ils se disent maintenant, ah tiens, Main Event, il a fait un super match. Bah oui, mais vous le connaissez depuis des années. Surtout qu'en plus, NXT. Il avait affronté Tom Ziggler le 10 avril, match diffusé la semaine dernière, du coup le 13. Mais du coup, c'est n'importe quoi, parce que là, en plus, c'est triple. Pardon, excusez-moi. Oh. Il gravite dans NXT depuis des années, Triple H pendant longtemps c'est NXT. Enfin, tu vois, ça me paraît vraiment bizarre que ce soit juste maintenant qu'ils se disent ah ouais, tiens, il est bon lui. Moi j'avais toujours retenu, franchement, le truc du Chris Hero là, ça m'avait tué quoi. Le mec avait 16 piges quoi. Alors ok, entendu ce que tu veux, la vie est peut-être biaisée, tout ça. Enfin, Chris Hero, c'est peut-être pas non plus. Ça, c'est peut-être pas la vie définitive. Le mec a pas affronté tous les catcheurs du monde et compagnie. Mais pour que le mec dise ça d'un catcheur de 16 ans, parce qu'il a quand même l'expérience et tout, Chris Hero, c'est pas le premier venu. C'est assez ouf, quoi. Enfin, moi, je veux dire, ça pèse, quoi. Ouais. Non, je trouve ça bizarre. Bah, c'est mérité, hein, c'est totalement mérité, mais je trouve ça bizarre qu'il spot ça maintenant, quoi. Peut-être qu'ils avaient pas. Ils savaient qu'il était peut-être un peu jeune. Bon, maintenant il a 26 piges, donc ça commence à être l'âge peut-être pour le lancer. Il serait temps. Mais c'est vrai que peut-être qu'ils avaient pas forcément l'idée peut-être de ce qu'ils allaient en faire. Purée, il est 10 ans de plus jeune que moi, quoi. Ils avaient peut-être pas l'idée de ce qu'ils allaient en faire et du coup ils voulaient peut-être pas le gâcher et ils ont préféré le laisser de côté en sachant qu'ils allaient avoir l'opportunité un jour peut-être. Je sais pas. En tout cas, moi, si Tyler Bate arrive dans le roster principal, que t'en fasses le futur gars qui va chercher le titre de Gunther, me choquerait pas du tout en fait. Bon, il faut le construire un peu, hein, mais le gros underdog qui va décrocher la victoire contre Gunther, je trouve ça claquerait en vrai. Bon, après, si c'est pour revoir des matchs qu'on avait déjà vus à NXT UK, c'est peut-être pas forcément non plus. Ils vont le lancer dans un truc qu'il connaît, je pense, de base. Enfin, souvent, ils essaient de faire ça. Tiens. C'est rare qu'ils le lancent dans un truc sorti de nulle part. Ils vont pas le lancer. Ils vont pas le lancer contre, je sais pas, contre Roman Reigns. Ça a aucun sens, tu vois. Ou même contre Brock Lesnar direct. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Mais ils avaient le bon truc à un moment pour faire débuter les nouveaux quand t'avais les Open Challenge pour le titre US. Mine de rien, c'est ça qui a fait venir. Enfin, c'est ça. Il y a eu Kevin Owens, Sami Zayn qui étaient là à cause de ça, quoi. Après, oui, si tu proposes la bonne story, machin, oui, pourquoi pas, tu vois. Mais je sais pas. Moi, je sais pas. En tout cas, des Gunther, Tyler Bate, moi, j'estime. Gunther est très très fort quand il a des catcheurs comme ça en face, en fait. Bah, Gunther est très très fort de toute façon. Oui. C'est vrai que tu lui mets des gabarits comme Brock Lesnar, machin, ça, je pense que ça marche très bien. Et tu lui fous des underdogs comme Ilya Dragunov, Tyler Bate, tout ça, c'est.
C'est assez monstrueux, quoi. Il y a Jekin qui nous dit qu'il aurait bien aimé un roster, main roster avec Trent Seven, mais Trent Seven, je suis pas sûr que ce soit fini en bon terme avec WWE, quoi. Je pense que ça s'est pas forcément terminé en très bon terme, et Bah, moi, j'ai l'impression que toutes les personnes qui sont parties à NXT UK et qui commencent à se rendre compte que NXT Europe, c'est pas tout de suite, je pense que t'en as beaucoup qui doivent commencer à bien être dégoûtés, quoi. ouais, puis Trent Seven, 41 piges, je pense qu'il est plus, dans le côté à vouloir peut-être faire ses shows et peut-être former justement peut-être plus que vraiment être mis en avant, quoi. Un peu comme Bobby Fish, tu vois, de catcheurs un peu comme ça avec beaucoup d'expérience et qui savent que leur gros moment de carrière est passé en fait. C'est dommage, quand tu regardes, ils ont pas eu de trucs mainstream, hein, ils ont pas eu de succès vraiment mainstream quand tu regardes. Hein. Je pense que Trent Seven, W, en tout cas à très très haut niveau, c'est mort, quoi. Peut-être qu'il finira coach à NXT Europe ou un truc comme ça, tu vois, mais Si tant est qu'NXT Europe voit le jour. c'est ça. Bah, Shawn Michaels, dans la dernière nouvelle, il a dit qu'il y travaillait toujours, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes qui travaille beaucoup, puisque pendant WrestleMania Weekend, il a eu des réunions qui ne faisaient pas parler que de catch. Monsieur Cody Rhodes a profité qu'on soit à Hollywood pour aller parler un petit peu de rôle au cinéma. On parle notamment d'un rôle de Johnny Cage pour un futur film Mortal Kombat ou un rôle pour un futur film Zelda. Alors, le film Mortal Kombat commence le tournage en juin. Et s'il y a un catcheur de la WWE qui doit avoir le rôle, je suis désolé, c'est pas Cody, c'est The Miz. S'il faut vraiment que ce soit un catcheur, il faut que ce soit The Miz, parce que Cody en Johnny Cage, non, le casting là, j'y crois absolument pas. Cody Rhodes dans un film Zelda, je sais pas, j'ai du mal à voir aussi. Hein. Bah, c'est un gamer, hein, et c'est un gros geek. Je sais qu'il aime bien Star Trek par exemple, mais ouais, non. Dans quel rôle, quoi? Tu mets pas le rôle principal, quoi. Bah déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a un peu quitté l'époque où si t'étais un catcheur, tu pouvais juste espérer avoir un rôle secondaire de méchant. Oui, c'est sûr, mais je vois pas Cody dans le rôle de Link, quoi. Eh ben ni dans celui de Zelda du coup. Oui, non, bah ça, c'est évident. Donc. Est-ce que tu verrais Cody jouer Ganondorf? J'en sais rien. Je sais pas. Pour Zelda, je suis pas. C'est pas vraiment ma tasse de thé en fait. Je le vois pas jouer Link. Hein. Vraiment, je. Bon, de toute façon, pour ce qui est de Mortal Kombat, encore une fois, le tournage commence en juin, donc à mon avis, on sera pas. Mortal Kombat, il y a de quoi faire. Hein. Il peut y avoir plusieurs persos aussi. Il est pas obligé de faire Johnny Cage. Hein. Des persos, il y en a plein. Hein. Bah, honnêtement, dans Mortal Kombat, je vois pas quel perso il pourrait jouer. Perso avec des masques et compagnie, tu reconnaîtrais même pas que c'est Cody Rhodes en dessous, quoi. Oui, mais il ferait pas ça. Si c'est un truc comme ça, ils prennent des cascadeurs comme ils ont fait jusqu'à présent. Hein. Donc, bon. À voir, hein. À voir. Notamment des fois des cascadeurs qui jouent plusieurs rôles. Ouais. Bah ouais. Parce que tout ce qui est Scorpion, machin et compagnie, des fois c'est les mêmes gars. Hein. Alors, non, dans le cas de Scorpion, c'était Hiroyuka. C'est un des persos principal quand même, donc. Oui, mais non, du coup, pour le dernier Mortal Kombat, c'était pas le triple A. Mais oui, effectivement, c'est une tuerie. Il est exceptionnel. Meilleure adaptation de jeu vidéo, de combat en tout cas, et peut-être même adaptation tout court. Alors moi, je suis désolé, j'avais beaucoup aimé Street Fighter des années 90, même si c'est ringard à souhait. Bah, en vrai, franchement, ce film, je le trouve très divertissant. Hein. T'as des trucs qui sont t'as des trucs très cheapos, honnêtement. Sur certains points et. Je déteste le terme nanar, mais oui. Et c'est peut-être pas trop totalement fidèle à Street Fighter sur certains points, mais. Bah ouais, Ryoken en arnaqueur, ça c'est moyen quoi niveau. Enfin bon, ils sont plus proches de leur. Certains points. Le personnage de Bianca, j'ai bien aimé. Bison, je trouve l'acteur incroyable. Oui, et puis ça se voit qu'il se fait plaisir en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, moi, je suis non, mais dans la catégorie des films qui sont très sous-estimés aussi, le premier film Mortal Kombat, aussi des années 90, mis à part le fait que le film est vraiment pas violent, enfin, qu'il est pas gore ni rien et que c'est tout public, c'est vraiment bien foutu. En parlant de films sous-estimés, le film Super Mario Bros. Des années 90, je suis désolé, c'est un énorme moment de divertissement, il est incroyable. Bah, honnêtement, t'enlèves le côté Mario, c'est un film d'aventure un peu chelou, mais ouais, il y a... Incroyable, moi ça m'a tué de rire, je trouve génial. Alors c'est nul, hein, mais franchement, je me suis éclaté comme film. Franchement, c'est un produit de son époque, en fait, tout simplement.
C'est vraiment le produit de son époque. Génial. Alors, Mais ça n'a rien à voir avec Mario et tout ça, hein, mais Ouais. je trouve ça génial, quoi. Moi, il m'a tué, j'ai adoré ce film. T'as des films, pour moi, ils ont pas d'autre défaut que dans une adaptation. Je sais qu'on va me huer et j'entends déjà les gens venir chez moi avec des torches et des fourches, mais Dragon Ball Evolution, c'est un film d'aventure qui est somme toute assez sympa. Quand Hein. même, celui-là. T'enlèves le côté Dragon Ball, t'as un film d'aventure qui passe, quoi. Ah, j'ai quand même du mal. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que t'en as plein qui pissent sur des films comme ça, où simplement le défaut principal, c'est de pas être fidèle. Et à côté de ça, les mecs sont en train de se pinoler sur le film Joker, où le mec, c'est autant le Joker que moi, je suis Micheline Dax. Donc, voilà, quoi. À un moment, c'est vraiment du double standard, quoi. Le film Joker, moi, j'ai toujours dit, t'aurais pas mis l'univers Batman autour et t'aurais mis un personnage qui est un tueur en série, ou enfin un psychopathe, machin, n'importe quoi. Mais même, le film, il y a même plein de soucis. Genre, quand tu regardes le film, ça à croire que dès que t'as des soucis mentaux, tu deviens un tueur. Ça, c'est un lieu commun dans plein de trucs. Je trouve bien, moi j'aime bien, mais le problème, c'est que ça. Enfin, la forme est bien. Rien, en fait. La forme est bien, mais le fond est dégueulasse. Genre, le réalisateur, il a sorti qu'il avait fait le film parce qu'on pouvait plus rire de tout. Ouais. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est que du coup, il s'est fait bouffer sur l'Oscar du meilleur film par une comédie sur Hitler, quand même. Tu vois, donc voilà. Mais oui. Je trouve con, en fait, c'est que l'univers Batman sert à rien dans le film, en fait, c'est tout. Mais de toute façon, le mec, c'est pas Joker, c'est Dark Sasuke qui se prend pour Joe Gassi. Wayne Gassi. Oh, je sais plus, le psychopathe, pas le catcheur. Donc voilà, enfin bref. On recentrons, on part dans tous les sens. Oui. Non, mais en tout cas, Cody Rhodes a des ambitions cinéma. En tout cas, pour en revenir au sujet. Je sais qu'à l'époque, quand il était encore à la UW, quand il s'est fait tatouer le sigle American Nightmare, t'avais Tony Khan qui lui avait dit justement qu'il avait fait une connerie parce que du coup, ça allait lui bouffer des chances d'être. On peut toujours se maquiller, hein. Oui, bien sûr, mais bon. Ça se maquille, des tatouages et... Après, ça me fait penser justement au film Hercule avec The Rock où effectivement le maquillage durait des heures, simplement parce qu'il lui enlevait tous ses tatouages, quoi. Et qu'il lui mettait une perruque. Ouais. Dernière news WWE avant d'attaquer des sujets un peu plus divers et un peu de AEW. On va essayer aussi d'augmenter un peu le rythme. La dernière news WWE est très courte avec Kevin Owens et Sami Zayn qui vont défendre les titres indisputés tag team lors de SmackDown le 28 avril. Sachant que ça tombe en plein draft, si je dis pas de bêtises, ou je ne sais plus. Enfin, en tout cas, les dates du draft sont à peu près autour de ces dates-là. Il y en a qui parlent déjà peut-être d'une séparation des deux titres en fait, avec peut-être un double tombé, ou une connerie dans le genre en fait, pour avoir une team qui reste champion d'un titre, une team qui reste champion de l'autre. Peut-être une sorte de draft aussi avec une équipe qui est draftée d'un côté et l'autre de l'autre. Enfin, ça pourrait tourner un petit peu autour de ce délire. Ouais, moi je suis pas convaincu. Par le fait que ça va arriver. Hein, il faut trouver une idée pour séparer les titres. Ah oui, bah clairement, oui. Donc je pense que n'importe quelle idée sera pas forcément très très bonne. Donc va falloir réparer les conneries de Vince en fait, hein, tout simplement. Moi, à la limite, je serais pour l'idée de créer un tag team Money in the Bank dans ces cas-là, tu vois. Pourquoi pas, hein, tu vois. Oui, Money in the Bank masculin, après ils ont créé le féminin, pourquoi pas un tag team Money in the Bank. Après t'es obligé de le créer en féminin aussi, donc ça fait beaucoup de Money in the Bank. Ah oui. Mais c'est ça le problème en fait. C'est que maintenant en fait le problème c'est s'ils créeraient un tag team Money in the Bank masculin, tout le monde dirait pourquoi ça existe pas pour les femmes? Bah parce que ça a pas de sens, mais voilà. Mais c'est vrai que maintenant ils sont obligés de le faire en fait. Tout ce qu'ils créent pour les hommes, ils sont obligés de le faire pour les femmes. Donc ça, moi je trouve. Enfin, après voilà, on va pas revenir sur le débat, mais je trouve que c'est un peu con parce que si ça a pas de sens en fait, c'est nul. Ah oui, mais bon, encore une fois, hein, c'est le genre de truc à réparer depuis Vince. Hein. Ouais. Bah ouais, on l'avait dit l'autre fois, hein, le coup des titres unifiés, ils appelaient ça en backstage le bordel de Vince. Donc ils cherchent des idées pour revenir un peu là-dessus. Et ils vont pas revenir dessus en claquant des doigts comme ça sans explication quoi. Je suis désolé, il y a la caméra qui m'a lâché, vous m'entendez toujours? Ouais, c'est bon. Ok, je suis désolé, petit bug de caméra, je règle ça tout de suite. T'es caché. Ouais, désolé, j'ai débranché ma caméra sans faire gaffe. Voilà, je vais revenir dans 2 petites secondes. Je vais revenir, je suis revenu. Hop là, téléportation. Il est revenu. Elle est revenue, ouais. Du coup, autre info, là on parle plus de WWE, on va passer sur autre chose, avec un ancien talent de WWE. On va parler de Samurai Del Sol, qui était connu sous le nom de Kalisto, du côté de WWE, qui a révélé avoir eu de très graves formes du Covid à la suite de son renvoi de WWE. Il a indiqué que durant son séjour à l'hôpital, il a fait plusieurs arrêts cardiaques, il a failli mourir à plusieurs reprises.
Et il a été hospitalisé pendant plus de 2 mois. Voilà, il a eu beaucoup de complications, il a eu beaucoup de mal. Ce qui explique qu'il a été très peu présent sur des shows indie. Et il a aussi révélé, il a aussi indiqué que Tony Khan lui avait un petit peu tendu la main au moment, on va dire, où il se remettait en condition physique. Et AEW lui a donné quelques chances, au moins, de se relancer un petit peu. Et voilà. Et c'est vrai il a beaucoup fait Tony Khan pendant la crise du Covid. Ouais. Bah, avant le Covid, si je dis pas de conneries, tu regardais par exemple AEW Dark, c'était pas encore les matchs avec des jobbers, des enhancement talent en fait. Ça a commencé avec le Covid justement. C'est vraiment une époque de dingue niveau catch. Il a beaucoup travaillé de talents indépendants et il était pas obligé de le faire, quoi. Ah oui, clairement, oui. C'est là où tu voyais la différence. Bah, Impact aussi d'ailleurs, pour être honnête. C'est vrai. Ils ont aussi vachement. Ils ont des vachement de trucs, quoi. C'est vrai, ça. WWE l'a fait un petit peu aussi, mais plus dans des rôles. Oh non. Ouais, enfin la WWE l'a quand même donné. Plus dans des rôles, dans des segments, des trucs comme ça. Parce qu'ils pouvaient pas justement utiliser du staff ou trucs comme ça, donc ils faisaient venir des catcheurs. Ouais. Et ils ont fait beaucoup bosser surtout leur talent de NXT. Oui, voilà, c'est ça, mais foncièrement, ils ont quand même viré un tas. Il y a eu quelques années quand même, hein. Il y en a eu quelques-uns. Ouais. Autre news du côté de NJPW cette fois-ci, avec la NJPW qui essaie de prolonger Mercedes Moné pour un nouveau match. Ils veulent ajouter un match à son contrat actuel, puisque le dernier match de Mercedes Moné est actuellement prévu pour ce week-end contre Mayu Iwatani, où elle défendra son titre. Donc à moins qu'elle n'ait pas qu'elle ait prolongé, elle devrait perdre le titre de toute évidence. Il faut quand même noter que Mercedes Moné a indiqué en interview qu'elle envisage d'aller vivre au Japon et d'apprendre le japonais. Donc c'est quand même plutôt bon signe, on va dire, peut-être pour un futur du côté, un futur un peu plus prolongé. Tant qu'elle continue pas à jouer dans le Mandalorian où elle joue super mal, je suis pour. Ils n'ont pas fait mourir son personnage encore, donc je pense que ça va continuer. Non mais franchement c'est une catastrophe. Hein. Elle a vraiment... Non. C'est non. C'est comme Ronda Rousey, c'est rester sur le ring mais faites pas de la comédie, vous savez pas. Vous savez pas. Après je dis ça, mais il y en a qui ont fait d'énormes progrès. Hein. Cena au début c'était pas ouf et c'est quand même devenir des acteurs les plus... qui fait le plus de trucs bien quoi. Mais pour l'instant Mercedes Moné c'est... Non, c'est... Je suis prêt à lui donner de la monnaie pour qu'elle arrête de jouer en fait. En tout cas, c'est quand même bon signe pour son futur du côté du Japon, si jamais. Oui, ça par contre, ouais, c'est clair qu'effectivement. Du coup, NJPW, ils ont peut-être les bons arguments pour la signer. Enfin, pour la signer un peu plus long terme. Après, elle coûte très très cher. Pour les femmes, en tout cas au Japon, ça coûte extrêmement cher. Hein. Je pense que c'est une des catcheuses les mieux payées au Japon actuellement, quoi. Bah, le problème, c'est que justement, plus la division féminine, comme tu l'avais dit il y a quelques émissions, la semaine dernière, je sais plus, le booker principal NJPW, les catch féminins, ils sont tamponnent. Donc, il veut pas de... Enfin, en gros, si ça tenait qu'à lui, il y aurait pas de catch féminin sur les shows NJPW. C'est juste les propriétaires qui sont aussi propriétaires de Stardom qui veulent qu'il y ait du catch féminin lors des gros shows, au moins lors des gros shows NJPW. C'est pour ça que lors des shows secondaires NJPW, il n'y a pas du tout de catch féminin. Et c'est pas dans la nature, en fait, au Japon, d'avoir le catch féminin qui se mélange avec le catch masculin. Et pendant très très longtemps, NJPW n'a jamais proposé de catch féminin, en fait. Ouais, non, effectivement, mais bon. Après, je pense que si tu regardes objectivement, Sasha Banks, alors c'est très con à dire parce que du coup on disait qu'il manquait de star power, mais elle est trop huge pour la Impact. La EW / Ring of Honor, la division féminine, c'est vraiment pas. Impact, il pourrait juste l'avoir à la limite en guest star sur un match, quoi, tu vois. Ouais. Comme ils sont un peu en bonne entente avec la NJPW, tu vois, mais ils l'auraient pas sous contrat, quoi. Sur une grosse affiche, ils pourraient très bien l'avoir, mais pas plus, quoi. Oui, puis après, faut pas oublier qu'effectivement, autant la Impact que la EW sont très bons termes avec NJP, donc on sait jamais. Oui. Ouais. C'est totalement possible, et du coup, je me fais la transition avec Impact Wrestling, puisqu'on a pas mal d'infos sur Impact Wrestling, qui tenait un très gros show, justement, le week-end dernier, comme on parlait de J-King tout à l'heure, Rébellion. Il s'est passé quand même des choses assez intéressantes, notamment avec le retour de Nick Aldis, qui a fait son retour au sein de la compagnie. Nick Aldis, qui était connu en tant que Magnus à l'époque, et même Brutus Magnus, même à une époque. Qui va a priori évoluer sur son nom Nick Aldis, parce que il a commencé à se faire une énorme popularité avec ce nom-là. Et en commentaire durant le match pour le titre mondial, il a clairement indiqué son intention d'aller chercher le titre qui est détenu par un nouveau catcheur dont on parlera un tout petit peu plus tard. Il revient à la maison enfin. Oui, puis en plus c'est le mari de. Oui, c'est le mari de Mickey James. Ouais.
Donc moi je trouve que c'est, par contre pour le coup là, c'est un très très gros coup d'Impact Wrestling. Parce que Nick Aldis a une popularité assez énorme. Ancien champion NWA. Ah ouais, il s'est fait une très très grosse popularité, même dans les médias américains et tout. Il a fait des apparitions plateau dans des grosses émissions et tout. Donc c'est un gros coup pour Impact Wrestling. Mm. En extérieur des États-Unis, peut-être pas, mais en tout cas aux États-Unis, pour le marché américain, c'est un très 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 gros coup, quoi. Sachant qu'il était quand même observé par WWE, il y a eu des discussions et tout, donc ouais, c'est quand même. Bah, il fait partie en fait un peu comme ceux, comme on disait tout à l'heure pour LNI, qui ont vraiment une présence et une gueule en fait. Ça. Ouais, il est génial. C'est vraiment un très très bon catcheur, quoi. Tout à fait. Vraiment exceptionnel, quoi. Moi, j'adore Nick Aldis. Et son thème qu'il avait à NWA, je sais pas s'il a gardé le même à Impact Wrestling parce que du coup, j'ai pas vu, ou s'il a repris le thème qu'il avait à la TNA Impact Wrestling à l'époque. Mais le thème qu'il avait à la NWA, je le trouve incroyable. Donc voilà, Nick Aldis de retour à la maison. Nouvelle championne féminine du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec Mickie James qui était blessée, qui a rendu son titre vacant. Ça a été rendu officiel lors de Impact Wrestling la semaine dernière, puisque jusque-là c'était un peu en suspens, on savait pas trop si Mickie James allait pouvoir défendre son titre ou pas. A priori, elle sera quand même absente pas mal de temps, donc du coup ils ont pris la décision de lui retirer le titre parce que ça allait prendre beaucoup trop de temps. Du coup, le match, c'était Jordynne Grace contre Deonna Purrazzo pour le titre féminin Knockout. Et c'est Deonna Purrazzo qui a remporté le titre pour la 3e fois de sa carrière. Je sais pas ce que tu penses de Deonna Purrazzo et du coup. Bah, elle est bien sur le ring. Après, comme dit, je sais que c'est pas très pro, mais Impact, je suis tellement pas trop intéressé en fait que je regarde les résultats vite fait, mais c'est tout quoi. J'ai pas vraiment d'opinion. J'aimais beaucoup Deonna Purrazzo il y a quelques années. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de mal. Je la trouve détestable à souhait, quoi. In-ring et tout, y a pas de problème, mais la personne, je trouve détestable. Ah bah ça, on en avait déjà parlé. En plus, c'est clair que ça aide pas. Et du coup, autre changement de titre du côté masculin cette fois-ci, bah du coup c'est le mec de Deonna Purrazzo qui devient champion, Steve McLean qui a battu Kushida, qui est devenu nouveau Impact World Champion suite à la blessure de Josh Alexander qui a dû rendre le titre vacant lui aussi. Impact Wrestling a pas eu de chance avec ses champions. Waouh, quelle affiche pleine de star power. C'est incroyable. Également quelques mois, et du coup Steve McLean qui devient champion du monde Impact Wrestling pour la première fois de sa carrière. Ouais. T'aimes pas Steve McLean, quoi. Non, c'est juste que pour moi, enfin, j'adore Kushida, hein, mais en main event, c'est pas. Ça me fait penser un peu quand tu joues à EWR, tu sais que t'as pas les thunes ou que t'as pas la promotion assez bien pour acheter des gros noms de l'indé. Donc du coup, tu dois te démerder avec des Gérard random à faire des trucs pour tenir. C'est un peu ça pour moi, Impact. Ils l'ont bien construit, hein, quand même, Steve McLean, hein, depuis pas mal de temps. Ben ouais, mais encore une fois, comme on l'a dit. Probablement de Star Power, mais ils l'ont bien construit. Oui, peut-être, mais encore une fois, malheureusement. Alors c'est très dur, hein, je comprends qu'en plus, je dois faire très dédaigneux en disant ça, mais concrètement, et c'est que mon avis, c'est pas une critique sur niveau qualité, mais j'en ai rien à branler en fait. Après, ils allaient pas faire gagner Kushida, enfin, je veux dire, on le savait. Bah oui, clairement, mais bon, voilà, c'est pas. Le résultat était presque donné, ça m'aurait étonné que Kushida soit champion dans Impact Wrestling, ou alors il l'aurait été, mais sur un court terme, quoi. Ouais. Ouais. Autre nouvelle du côté d'Impact Wrestling, du coup, qui va peut-être perdre le peu de star power qu'ils ont. Avec le contrat de Jordynne Grace qui est arrivé à expiration au mois de mars. A priori, elle travaille juste un peu payée à la date ces derniers temps. On ne sait pas si le contrat a été prolongé, il n'y a eu aucune annonce en tout cas qui a été faite. Et la WWE qui porte un intérêt pour la signer, ça m'étonne absolument pas. Ah, mais en plus, depuis qu'elle a perdu le peu de graisse, depuis qu'elle est devenue vraiment massif et steak sans graisse, c'est impressionnant. La transformation, elle est ouf. Ouais. Je la verrais bien, du coup, je la vois bien du côté de NXT, par exemple. Et puis pour le coup, elle avait du star power, quoi. C'est peut-être un des seuls talents, je veux dire, à part les hors WWE très, très grosses stars, genre Mickie James, qui a du star power, quoi. Donc, ça pique, c'est une très grosse perte pour Impact Wrestling s'ils la perdent, en tout cas. Clairement. Ça fait très mal. Après, tout est possible qu'elle reste, puisqu'il y a quand même Jonathan Gresham qui a Impact Wrestling, donc ça peut jouer aussi. Oui, mais bon, il y a plein de mecs de catcheurs et de catcheuses séparés qui sont ensemble. Hein. Ça peut jouer quand même dans la décision.
Comme ça a probablement joué dans la décision de Nick Aldis, tu vois, par exemple. Ouais. Et dernière news du côté d'Impact Wrestling, du coup lié aussi un petit peu à NJPW, puisque Multiverse United 2 est annoncé. Le show aura pour sous-titre For Whom the Bell Tolls, qui est une chanson très très bien connue. Le show est annoncé pour le 20 août. Ouais, super. Il force un peu. Bah non, mais... ça veut dire qu'ils vont faire un Multiverse United tous les 4-5 mois, quoi. C'est bizarre. Mais pourquoi? Oui, et après, voilà, encore une fois, je me rends compte que je suis vraiment méga connard ce soir avec Impact, mais si c'est pour voir un truc d'indie, encore une fois, c'était tellement cheap la production du projet. Enfin, tu vois, j'ai pas l'hype du deuxième en fait. Ok. C'est sachant que les 3 quarts du roster NJPW ont plus de star power que tout Impact, donc voilà. Bah, du coup, on va passer à AEW. Ça va te plaire un petit peu plus, je pense. Ouais. L'AEW qui protège le match entre Swerve Strickland et Keith Lee malgré une rivalité qui dure depuis plusieurs mois. Le point culminant de la rivalité est prévu pour le pay-per-view Double or Nothing où les deux hommes s'affrontent enfin. Ils se sont pas encore affrontés en 1 contre 1 quand même. Il faut quand même le noter. C'est marrant en fait. Mais le truc qui est marrant ou problématique, c'est que c'est super chiant à gérer parce que quand tu regardes ce genre de rivalité, bah c'était des rivalités de mid-card à NXT en fait. Du coup, pour les présenter comme en ayant un peu plus de star power, c'est une galère. Par exemple, c'est pour ça que je trouve qu'il galère totalement avec Tony Nese. C'est que, tu vois, de par le fait qu'il est présent. Keith Lee, Swerve Strickland, c'est quand même niveau mid-card aussi à AEW, ils sont pas au niveau main event, quoi. Oui, bien sûr, mais du coup, c'est pas méga ouf, quoi. T'as ce côté un peu. Monter bien la sauce de la rivalité pour aller au point culminant à Double or Nothing, ça peut être. Ah oui, il y a totalement le potentiel, mais je dis juste que dans l'état, c'est pas ouf. C'est comme les main events de Rampage où des fois t'as l'impression de revoir 205 Live, quoi. Ouais. Donc bon. Après là, je sais pas où ils en sont trop de la rivalité, si ils recommencent à faire remonter la sauce ou pas, mais. C'est des fois il y a des trucs en rapport avec les deux. Enfin, tu vois, t'as pas du tout. Pour l'instant, pour moi, t'as même pas de rivalité en cours, quoi. C'est genre du temps à autre, ils se croisent. Genre Keith Lee, il a servi de faire valoir pour Adam Cole. Enfin, tu vois, c'est pas pas ouf pour l'instant. Donc bon. Ouais, je vois. Mais en tout cas, c'est toujours c'est une rivalité dormante, on va dire. Oui. Puis bon, après la EW a un certain talent, même un talent certain pour faire les rivalités sur le long terme. Donc là, par contre. C'est vrai, pour même les faire dormir pendant quelques semaines, quelques mois, et les relancer en remettant un petit peu d'impact. Ouais. Assez facilement et assez rapidement. Autre talent, du coup, en parlant de rivalité et de talent un petit peu dormant, Brian Cage. Brian Cage, on sait qu'il a prolongé son contrat avec AEW récemment. On en a parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Le nouveau contrat de Brian Cage avec AEW est pour une durée de 5 ans avec une 6e année en option. Cage, c'est quand même le talent qui a le contrat le plus long avec AEW actuellement. Il sera lié avec la compagnie au moins jusqu'en 2028 du coup. Bah tu vois, par contre, dans la catégorie des noms qui auraient besoin d'être relancés, Brian Cage, il est dans mon... Bah, encore une fois, j'attends de retrouver le Brian Cage qui m'a rendu fan à l'époque de la Lucha Underground. Ouais, mais comme je t'ai dit, je pense que le côté un peu high fly entre guillemets, peut-être que un impact qu'il avait, tu peux peut-être un petit peu oublier quoi. Bah, c'est pas du tout. Il a quand même l'âge qu'il prend, il a quand même. C'est pas du tout. C'est peut-être plus autant le côté explosif qu'il avait avant quoi. C'était pas ça que je kiffais, c'était la façon dont il était présenté. C'est vraiment un perso important en gros, tu vois. Ah ouais. Donc là. Parce que par contre, le in-ring, je pense qu'il a évolué quoi. Ah oui, bah. Pas pareil qu'à l'époque de Lucha Underground, par exemple. Quoi. Oui, après, c'était il y a 10 ans quasiment, la Lucha, si je dis pas de conneries, donc. Ça doit pas être loin des 10 ans en arrière, quoi. Le temps passe. Du coup, une bonne nouvelle quand même pour AEW d'avoir réussi à. Ah oui, et puis ça veut dire que du coup, ils vont peut-être vraiment essayer de le faire monter, quoi, mais bon. Pour moi, il a pas encore eu le run qui a fait que, quoi. J'ai encore disparu. Je suis encore disparu. Il faut arrêter, monsieur Declan, de disparaître. Si Brian Cage a prolongé pour aussi longtemps, ils lui ont donné des garanties peut-être sur certains trucs, peut-être aussi. Ah oui, clairement, pour l'instant, faites-le sortir entre guillemets d'un clan dont tout le monde n'en a rien à foutre. Faites-le le monstre qui devrait être, en fait. Ouais, bon. En parlant de clan, du coup, Matt Hardy qui a annoncé
le Firm Delation match. Un match qui aura lieu au Hardy Compound. La date n'est pas connue pour le match. Mais en tout cas, The Hardy, Izzy Cassidy et Hook affronteront Ethan Page, Lee Moriarty, Big Bill et Stokely Hathaway dans ce qui sera le premier Dilation match depuis 2020. Les Dilation match, pour ceux qui savent pas, c'est des matchs un peu cinématiques que Matt Hardy avait inventé ou bonifié en tout cas de l'époque. C'est Lucha Underground en gros qui a un petit peu inventé ce style de match un peu cinématique et Matt Hardy a un peu bonifié quoi, je pense. Après, ça a été repris un petit peu. Ah, ça risque d'être super fun. Si c'est comme les. Ce style-là. Il y a gros moyen que ce soit très fun. Et souvent, t'as toujours des caméos what the fuck. Enfin, c'est vraiment. Je pense que ça sent peut-être un match pour un pay-per-view. Oui, bah, probablement. Ils le font en main event d'un Dynamite. Hein. Ils sont totalement capables de le faire à EW. Donc, à voir. Mais il y a moyen, avec la prod à EW, que ça donne quelque chose de très intéressant. Bah, le match qu'il y avait eu entre Matt Hardy et Sammy Guevara, si je dis pas de conneries, avait été super fun, par exemple. T'avais eu des caméos de Shane Helms, de Gangrel, enfin c'était vraiment marrant quoi. Ouais. Allez, le moment que tu attends depuis le début de l'émission, je sais que tu l'attends celui-là. Le TNT Championship. Désormais de nouveau entre les mains de Wardlow qui a battu Powerhouse Hobbs lors de Dynamite. C'est le 3e règne de Wardlow. Il s'échange un petit peu les titres depuis quelques semaines, quelques mois. Oui, alors, c'est pas pour dire, mais c'est pas parce que le titre s'appelle TNT qu'il risque d'exploser si tu le gardes plusieurs semaines. Là, t'as l'impression qu'il... Et le pire, c'est qu'en plus, on avait déjà eu la news dans le sens là, c'est préparé depuis des mois, quoi. Ouais. C'est chelou. Honnêtement, après, c'est quelque chose de prévu depuis des mois. Ouais, non là c'est chelou. Ou alors il y a un truc avec Powerhouse Hobbs qu'on n'est pas au courant encore, tu vois. Bah déjà si c'est par rapport à ça peut-être, je sais que la gimmick de QTV, pour moi c'est du gros nine. C'est vraiment mal fait, c'est des trucs surjoués façon WWE, enfin c'est vraiment très naze. Donc personnellement c'est de la go hit en fait. C'est pas de la bonne hit, c'est la hit, j'ai pas envie de voir ça, un peu comme Matt Menard et Serviette et Ducon là, je les aime pas. J'aime pas. La Go Hit, c'est le pire truc que tu peux avoir parce qu'en fait, c'est simplement que les gens veulent pas te voir, tu vois. C'est pas je kiffe le détester, c'est juste que je les déteste. Un peu comme ta Taz quand il fait des commentaires enfin voilà quoi, Taz ou Jim Ross, c'est pareil, c'est la Go Hit. Je sais pas quoi penser du TNT title, sachant que je suis pas du tout au fait des matchs, de la qualité, de la rivalité, tout ça, donc je sais pas. C'est méga chelou parce que là... Je sais pas si ça a un sens en fait que le titre change autant de mains, mais j'ai toujours trouvé ça bizarre en fait quand les titres changent de main comme ça, et en même temps, je suis partagé par le fait que ça rend le truc réel en fait en se disant que les deux ont un niveau similaire, tu vois. Ouais, mais là on est un peu... Moment, l'autre peut gagner à n'importe quel moment. On est un peu dans le même cas de figure qu'on était il y a quelques années avec les matchs entre Charlotte et Sasha Banks en fait. Tu vois, t'as pas de... En fait, je peux comprendre l'idée en fait en disant que on veut essayer de se dire en fait que les deux peuvent gagner à n'importe quel moment et du coup c'est pour ça que le titre change tout le temps de main quoi. Oui, mais là en attendant, on a pas scripté, tu vois, et que on a quand même eu, attends, si je dis pas de conneries, on a eu Wardlow, Samoa Joe, Darby Allin, Samoa Joe, Wardlow, Powerhouse Hobbs, Wardlow. Ça. En 3 mois, à peu près. Pas loin. Enchaînons, il commence à se faire tard, mon cher Declan. Nouvelle signature, un très gros coup pour AEW qui a annoncé la signature de Commander, qui a été observé par WWE également, qui s'était rapproché de lui pour le signer. Il y avait même eu une réunion pour essayer de discuter avec lui et tout ça. Donc c'est un très très gros coup de AEW, un très très gros potentiel Commander. Va peut-être juste falloir qu'il s'adapte peut-être un petit peu plus au style américain. Parce que... et qu'ils prennent moins de risques. Oui, voilà, et surtout il est très très ancré Lucha Libre quand même sur certains spots. J'ai vu passer quelques vidéos de son dernier match. Il y a des trucs... Au Mexique ça marche, aux États-Unis je suis pas sûr, tu vois. Donc ça va peut-être sans doute évoluer, il est encore... Oui, et puis bon... Il y a encore de quoi. Puis c'est pareil, le match qu'il avait eu contre El Hero des Vikingos était incroyable. Au dernier pay-per-view Ring of Honor. Mais je pense qu'il faut qu'il se fasse un peu plus au produit américain.
Et c'est À souvent, voir. c'est souvent le cas des catcheurs mexicains, hein, globalement. Hmm. Donc, parce que la lucha libre est très très différente du catch américain, quoi. Ça joue beaucoup plus avec le public. Il y a peut-être beaucoup trop de prises de risque parce qu'il y a beaucoup de ratés aussi. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un très très gros coup de AEW, puisque AEW voulait mettre la main dessus et ils ont réussi à le chaparder un peu sous le. Mais c'est marrant, quand tu te rends compte, t'as l'impression que la WWE ou la AEW, généralement, ils ont plus d'intérêt pour les talents, entre guillemets, de mid-card, d'upper mid-card, que pour les main eventers, en fait. Mhm. C'est assez marrant comme contradiction. Après, parce que je pense que j'ai l'impression qu'ils savent qu'ils peuvent les construire pour les mettre au main event, peut-être aussi. Ouais, effectivement. Mais tu vois, genre à la... Et peut-être que ça coûte moins cher à engager. Ah, je sais pas. Je sais pas. Peut-être aussi. Parce que là, c'est pareil, dans la... Si c'est pour engager des talents main eventers et engager Goldberg, si tu veux, c'est peut-être mieux d'engager Commander, quoi. Oui, bien sûr, mais je sais pas... Bah, après, je sais pas... Commander, je le vois pas... Enfin, je le vois pas. C'est pas le genre de mec que je vois ne serait-ce qu'évoluer pour devenir champion, tu vois. Sachant que à chaque fois on prend l'exception Chris Jericho, n'importe quoi. Rey Mysterio, mais encore une fois, Rey Mysterio, malheureusement, ça me fait chier de le dire, mais s'il a été champion, c'est simplement parce qu'Eddie Guerrero est mort. Tu vois. Il aurait jamais été champion sinon. C'est monstrueux à dire, mais en tout cas, voilà, ça donne vraiment l'impression là. Ouais, je comprends. Bon, du coup, on termine avec le dernier gros sujet sur CM Punk. Il y a pas mal d'informations sur CM Punk. Donc, j'en ai carrément fait un sujet à part, parce qu'il y avait 3, 4, 5 infos même. Allons-y. J'ai essayé de condenser un petit peu tout ça. Allons-y avec notre running gag. Première chose, une réunion, on en avait parlé déjà. Une réunion avec CM Punk, FTR, Chris Jericho, Tony Khan et peut-être d'autres noms de AEW est prévue dans les prochaines semaines pour tenter de résoudre tous les problèmes actuels, surtout depuis la sortie un peu médiatique de CM Punk. Ça a fait un petit peu exploser aux yeux du monde le problème qu'il y avait avec CM Punk. Bah en gros, et encore une fois, il a quand même insulté Chris Jericho et tout. Alors, je me demande quand même si au final t'as pas un peu de préparation et que t'as pas un peu de work planqué derrière. C'est possible. En tout cas, la réunion est prévue. Elle devrait a priori avoir lieu. CM Punk très très pote avec FTR, donc ça c'est pas eux le souci, en tout cas du côté de CM Punk. Après, The Elite ont pas du tout l'intention de participer à la réunion et ils veulent limite pas croiser CM Punk. Donc il y a quand même des bonnes choses qui arrivent du coup dans ce sens-là pour justement faire qu'ils ne se croisent pas. Première chose déjà, Dax Harwood qui a proposé un match CM Punk FTR contre The Elite pour le show All In à Londres. Ça semble mal barré du coup avec The Elite qui veut pas du tout avoir affaire avec CM Punk. Mais peut-être que c'est une storyline aussi, hein, parce que Omega et les Bucks sont très très forts pour balancer des fausses pistes un peu partout comme ça. Ouais. Toujours fait. Et... J'aimerais bien, en vrai, j'aimerais bien que ça soit un truc du genre. En tout cas, là où le sujet est intéressant sur cette proposition, en fait, c'est que si la décision de faire ce match n'est pas prise, parce que Tony Khan, il sait très bien que si Dax Harwood propose ça, c'est déjà FTR, CM Punk sont ok. Et du coup, si le match se fait pas, ça veut dire que c'est The Elite qui dit non. Donc du coup, ça pourrait détruire la popularité de The Elite, en fait, parce que du coup, les fans vont se dire, ah bah The Elite, c'est des cons, ils ont pas accepté, tu vois. Donc... Je sais pas, je pense que... En fait, CM Punk, s'il manie un peu le truc comme ça, si c'est un peu lui qui tire les ficelles du truc, il peut tirer dans les pattes de The Elite, en fait, avec l'idée de ce match-là, et si jamais ça se fait pas, quoi. À voir. Je t'avoue que la situation elle évolue tellement depuis le début où... Alors ça, c'est vraiment une storyline du début, et alors c'est une masterclass. Ça, c'est... voilà. En tout cas, le plan de retour pour le retour de CM Punk, ça c'est un peu plus factuel, a priori. En tout cas, parce que le coup du The Elite, machin, tout ça, bon. Oui, c'est un peu le... Ouais. C'est voilà. Qui est un petit peu plus factuel, a priori. En tout cas, de tout ce qui ressort en interne, des rapports et tout ça. Le plan serait une rivalité CM Punk Chris Jericho, ce qui impliquerait pourquoi Chris Jericho est en réunion, peut-être, qui est prévu avec CM Punk. Retour de CM Punk planifié pour le tout premier show Collision qui aura lieu a priori, je dis bien a priori, le 17 juin. Rien n'a été annoncé officiellement, en tout cas en ce sens, pour le show Collision. Et ça serait pour le 17 juin, donc c'est dans 2 mois, quoi. En gros, à quelques jours près. Ouais. En tout cas, Warner Bros. Discovery a été informé du retour de CM Punk et il devrait promouvoir le retour de CM Punk au sein de AEW
très prochainement, du coup, si jamais vraiment ils ont envie de faire valoir le retour de CM Punk et bien le mettre en avant et faire un peu de pognasse sur ce sujet-là, ils vont pas se gêner. En tout cas, ils vont Ah bah clairement, oui. Et du coup, l'annonce officielle, en tout cas, si jamais ça se fait, ça devrait pas tarder, puisque bah, du coup, Collision, c'est dans 2 mois, donc voilà, il faut quand même se dépêcher un petit peu. Mais en tout cas, on pourrait en savoir plus du coup, d'ici les prochaines semaines. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, sur le show AEW Collision, les ambitions pour le show ont beaucoup augmenté, puisque maintenant, le show est prévu en prime time chaque samedi soir avec un show de 2 heures. Alors que la première news disait que Collision serait un show d'1 heure en access, c'est-à-dire vers 18 heures aux États-Unis. Maintenant, ça serait plus du 20 heures, parce que le prime time aux États-Unis est à 20 heures. Mm. Pas comme nous c'est plus 21 heures. Moi, l'époque, c'était 20h50. Ça paraît tellement loin. Nous, maintenant, c'est plus 21h, 21h15 le prime time. Mais voilà. En tout cas, maintenant, leurs ambitions sur ce show ont augmenté. Maintenant, c'est du prime time 2 heures. Ce qui me fait dire quand même que Warner Bros. Discovery a probablement eu des infos comme quoi CM Punk, Collision, tout ça, et ils veulent bien le mettre en avant, peut-être. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont changé un peu les envies sur ce show, puisque le show Collision signifierait séparation du roster de AEW avec l'idée d'écarter les talents qui ne s'entendent pas. On parle bien sûr de The Elite et CM Punk notamment, et il y en a sans doute d'autres, donc on n'est pas trop au courant. Et du coup, The Elite par exemple resterait du côté de Dynamite et CM Punk du côté de Collision. Ça serait un peu l'idée. Voilà. Pourquoi pas. Tu veux réagir à tout ça, en tout cas. Bah, pour ce qui est de CM Punk, à chaque fois je dis la même chose. J'espère que ça va bien se finir et qu'il y a vraiment communication dans les backstage. Mais après, ça reste à voir, quoi. Pour la séparation du roster, je suis assez pour, dans la mesure où, bah, comme dit, ça permettra peut-être de revoir des noms qu'on voit pas. Moi, je suis pour, mais je comprends pas pourquoi il crée un troisième show. Dans ce cas-là, tu rajoutais 1 heure à Rampage et c'était bon. Ouais, mais les contrats et tout, je pense que c'est pas forcément évident de. Je sais pas. À voir. Moi, mais trouve sinon, inutile. Tu faisais Rampage un show de 2 heures et ça allait très bien. on verra bien comment ça va évoluer. En On tout verra cas, bien. on part sur une séparation de roster d'AEW et qui est, je pense, une bonne idée vu comment ils ont un roster très blindax. Mm. En espérant qu'ils disent séparation de roster, dit qu'ils vont pas recruter 50 catcheurs de plus parce qu'ils en ont pas forcément besoin. Mais On verra bien. ils ont beaucoup de talents qui servent pas à grand chose. Donc, voilà, ils devraient faire déjà avec ce qu'ils ont. Tu vois, faire un ou deux ajouts par-ci par-là, tu vois, genre comme ils ont fait avec Commander, tu vois, pourquoi pas, mais ajouter 10 catcheurs d'impet, c'est pas forcément très très utile. Après, faut aussi garder en tête qu'il y a des catcheurs qui bossent pour eux mais qui n'ont pas de contrat. Hein. Aussi. Genre, c'était. Sky Blue qu'ils ont signé il y a pas longtemps, tu vois, par exemple, alors qu'elle bossait avec eux depuis très longtemps. Par exemple. Il y a Ouais. Ah ouais. Bon, bah, ma foi, on est arrivé à la fin. Exactement, et on est pile dans le timing puisqu'il est 10h tout juste. 10h01 chez moi. Alors, si c'est pas du timing parfait, je sais pas. la semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas d'émission puisque je ne serai pas chez moi. On se retrouve après-demain, pardon, pour le replay comme d'habitude. Et puis, comme la semaine dernière. Si on n'est pas en retard. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Dans 2 semaines, du coup, il y aura un petit condensé quand même, un petit peu, si jamais il y a des news principales qui tombent. Oui, je pense, oui. Faudra pas qu'on oublie des trucs si vraiment il y a des trucs importants. Eh ben, bonne soirée à tous. Et bonne soirée tout le monde, et puis à bientôt. Merci à tous. Yep.